premier step, ça a été quand j'étais au collège. Donc voilà, sans forcer, tu vois, j'étais en tête de classe parce que je révisais normalement, j'avais des facilités. Et quand je suis arrivé à Paris, je me suis pris une grosse claque. Ma vie, c'était quoi? C'était, je me levais le matin, j'allais au lycée, je rentrais, je travaillais, je dormais, je recommençais. Ok. Je me sens pas à ma place du tout, j'arrive pas à me faire de potes. Ouais. Moi, dans l'ADN de mon groupe, l'idée, c'est toujours d'inspirer, d'innover et d'impacter. Il y a beaucoup de gaspillage, il y a de la précarité. Comment on pourrait pallier ces deux problématiques, vraiment les concilier pour répondre à deux problèmes en même temps? Et le combat de tous les jours, c'est de dire, ok, s'il y a par exemple 500 personnes qui s'inscrivent par semaine sur l'application, faut qu'on arrive à livrer les 500. Et toi qui avec ce projet, jusqu'aujourd'hui, j'ai pas touché un seul euro. Le seul truc où je prenais du plaisir, c'était quand on livrait quelqu'un, que la personne nous regardait et nous disait, vous me sauvez la vie. Bienvenue Yovan dans le podcast VRV. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. On discutait un peu avant de commencer le podcast. Tu viens du 93, encore un fidèle représentant. Encore un, bientôt on va t'accuser d'en faire trop. Exactement. Je vais t'expliquer un peu le podcast. Le but, c'est de mettre en valeur les gens qui sont partis de zéro, qui sont partis de quasiment rien, et d'expliquer un peu à notre audience le parcours, comment vous avez réussi à péter le plafond de verre, ouvrir des portes et lancer vos projets. Simple, clair, efficace. Exactement. Je pense que tu es un des plus jeunes qu'on a eu là depuis le début du podcast. Donc ça va toucher aussi une audience peut-être un peu plus jeune, parce que on a des fois des entrepreneurs qui sont plutôt en milieu de carrière, et donc pour certains jeunes ça peut paraître trop loin, trop éloigné. Et là pour le coup, tu pourras leur donner deux, trois billes. Avec plaisir. On va commencer juste avant de rentrer dans qui tu es et de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi ta proposition de valeur? C'est quoi ton business que je te propose? Bien sûr, alors il y en a plusieurs. Moi, dans l'ADN de mon groupe, l'idée, c'est toujours d'inspirer, d'innover et d'impacter. C'est vraiment, je crois, les trois valeurs qui guident chacune de mes actions. L'idée, c'est que quand je me lance dans un secteur, j'ai toujours envie d'apporter un truc en plus. Je suis vraiment beaucoup guidé par l'innovation. Okay. L'impact aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que ce soit peu importe le type d'impact que je peux avoir, l'idée, c'est soit d'aider les autres, soit de leur apporter quelque chose en plus, soit d'impacter le secteur dans lequel je vais arriver, mais vraiment avoir ce truc en plus et après aider, parce que j'ai ça dans l'ADN, je pense, j'aime trop aider, je prends beaucoup de plaisir et de satisfaction personnelle dans le fait de tendre la main, donc j'essaie dans chacun de mes projets d'avoir toujours cette fibre sociale, à minima en tout cas, pouvoir tendre la main d'une manière ou d'une autre pour pouvoir aider les gens. Ok, là tu nous as fait un petit teaser. Tu vas bien nous présenter ça par la suite. Avec plaisir. On va rentrer dans du coup un peu qui tu es, ton enfance. Ce que j'aimerais savoir, c'est ta fratrie, si tu as des frères et sœurs, où tu as grandi, si tu étais un bon élève ou pas, les études, les dossiers, les trucs. Bien sûr, les études. Est-ce que effectivement tu as grandi dans une famille j'allais dire aisée, qui t'a voilà, donc on t'écoute. Ok. Écoute, moi, mes parents se sont rencontrés en Serbie dans les années 2000. Okay. Et ils sont arrivés en France. Donc, mon père est parti en Serbie pour une mission. Il a rencontré ma mère, qui était d'origine serbe. Et donc, de base, je devais naître en Serbie. Mais l'hôpital dans lequel je devais naître, il était bombardé à l'époque. Parce qu'on était en sortie de guerre. Et donc, du coup, ils sont venus en France. Je suis né en France, du coup. J'ai grandi à Noisy-le-Sec d'abord, puis à Montreuil, donc produit du 93. Exactement. J'ai une sœur aussi, qui est plus jeune que moi. Et voilà, j'ai fait toute mon enfance en banlieue, donc au départ enfance en vrai franchement très très calme dans le sens où j'ai vraiment que des bons souvenirs de mon enfance. Tu vois, grandir en banlieue c'est cool, et moi j'espère que par exemple mes enfants auront la chance de grandir en banlieue, parce que c'est une enfance qui est totalement différente de Paris, etc. Donc j'avais pas mal de facilité en cours. J'étais dans une zone classée ZEP, donc zone d'éducation prioritaire, et je me rendais pas compte déjà premièrement de la disparité de niveau entre Paris et sa banlieue. Donc quand je dis enfance heureuse, c'est que globalement, tu finis les cours, tu sors au city, tu joues avec tes potes, etc. Genre vraiment insouciance, mais vraiment poussé à son paroxysme. Donc vraiment pas de problème. Et quand tu es dans un bon quartier avec une bonne ambiance, exactement, c'est magnifique. C'est ça. Donc franchement, c'était trop bien. Moi, mes parents
classe moyenne, tu vois, Ok. normale. Ma mère, elle est agent territorial, mon père est technicien. Donc, vraiment, en vrai, j'ai jamais manqué de rien. Tu vois, ils ont Ok. toujours fait en sorte que ma sœur et moi, on ait tout ce qu'il nous faut. Et Dieu merci, vraiment, grâce à leur travail. Mais c'est pas des parents qui sont dans le business ou dans l'entrepreneuriat de Non, pas base. du tout. Non, Ok. non, pas du tout. Mes 2 parents, ils sont employés et dans ma famille, j'ai personne, qui était dans le business ou qui a lancé une boîte ou autre. Ok. Mais voilà, j'ai ce côté un peu mon père est très curieux, ma mère et mon père sont quelqu'un de très, très, très curieux, et donc bah, je pense que je tiens un peu ça d'eux, tu vois? D'aller toujours se renseigner, chercher les choses, et je pense que c'est de là que me vient un peu aussi cette passion pour l'entrepreneuriat et aussi du fait que, tu as vu, notre génération, on a grandi dans un mood où on a l'impression que tout est possible. Tu vois? C'est J'ai vrai. grandi dans l'ère de YouTube Mhm. et tu voyais des mecs qui faisaient des vidéos dans leur chambre, d'un coup, ils se retrouvent à l'autre bout du monde, ils montaient des boîtes et cetera et du coup, tu as l'impression que, voilà, tu C'est peux faire des accessible. grandes choses, voilà, que c'est accessible et je pense que c'est aussi beaucoup l'environnement, peut-être pas du côté familial, mais du côté de ce que je regardais, et cetera, qui m'a poussé aussi dans l'entrepreneuriat. Du coup, toi, tu te retrouves dans ton quartier, bonne ambiance, élève correct, Mmh. destiné à être quoi? C'était quoi en fait tu voulais faire quoi avant de faire ce que tu viens de Franchement nous présenter? C'est ça? franchement, Eh je ouais. saurais pas te dire Ok, parce que je pense qu'à l'époque, on se posait pas encore, ces questions-là ok. et en gros, bah, déjà moi le 1 step ça a été quand j'étais au collège donc voilà, je tra sans forcer, tu vois? J'étais en tête de classe parce que, bah, je révisais normalement, j'avais des facilités et Mhm. quand je suis arrivé à Paris, je me suis pris une grosse claque. Parce Ok. qu'en vrai, tu arrives et ils ont pas baigné dans les mêmes choses que nous. Ah, bien C'est-à-dire que sûr, pendant bien que sûr. nous, à la pause, on parlait mercato, transfert, foot et cetera, bah, eux, en fait, ils parlaient déjà un peu géopolitique, ça parle aussi ça lit beaucoup. Tu vois, notre activité, par exemple, nous, c'est d'aller faire des tours en vélo ou de marcher. Je me rappelle combien d'heures de ma vie j'ai perdu à juste faire des tours dans le quartier, mais Ouais, à c'était cool, marcher, à tu se vois? balader, à Ouais, c'est trop discuter. bien, tu vois? Tu Ouais. un grand et tu vas chercher une canette, Hein? tu y vas, tu parles, tu achètes un petit truc avec. Genre, c'est cool, tu vois? Mais d'un autre côté, c'est du temps que tu passes pas à faire autre chose et je me rappelle que, bah, voilà, quand j'arrive à Paris, je sais que déjà, ils sont très familiers avec Tu la arrives lecture. à Paris parce que donc tu as ton bac. Non, à l'époque, j'ai le brevet Ok, et mon père et ma mère, ils me disent: «Tu vas aller sur Paris. ok. On va trouver un moyen, De voilà, te sur trouver lequel» une école qui est exactement, sympa à Paris. c'est Ok, ça, parce qu'on veut pas que tu restes ici, dans le sens où, malgré tout, c'est dans un quartier, non pas qui craignait, mais où voilà, il y ouais, le avait des niveau problèmes. scolaire, il est pas fou. Voilà, Ok, exactement, c'est ça. Ils se ok. sont dit: «Si tu restes là, peut-être tu peux mal tourner, donc autant qu'on te mette à Paris, tu vois, qu'on trouve un moyen et vas-y, en vrai, à Paris, au moins, tu vas voir d'autres univers». Donc, première fois que tu vois l'écart, Première fois, vraiment. tu vis un écart. Ah Ok. mais je le vis archi mal. Alors, j'ai une question, excuse-moi, Ouais. parce que là, du coup, c'est super intéressant. Euh, Quand tu vois l'écart, tu te dis c'est accessible ou tu te dis euh, bah non, c'est pas pour moi. Bah, au départ, quand j'arrive donc en seconde, Mhm. j'arrive au lycée, franchement, toute l'année de seconde, je déprime. Dans le sens où je me sens pas à ma place du tout, j'arrive pas à me faire de potes, Ouais, je sens que bah ouais, en t'as plus fait, tes c'est pas potes. le même environnement, tu vois? Mais d'un autre côté, je me dis: si eux, par exemple, quand eux, ils parlaient de géopolitique ou autre, je me disais: «Pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je connais pas les dates de la guerre en Irak?» Tu vois? C'est l'exemple que je dis toujours parce que ça m'a Mhm, choqué, mhm. où ils parlent de sujets et moi, je les maîtrise pas et du coup, ça pique un peu mon ego, tu vois? Ok. Et je me dis: «En vrai, c'est pas de l'orgueil, mais c'est plus du OK, si eux, ils sont au courant et si eux, ils se renseignent sur ces sujets-là, bah, je peux le faire aussi», tu vois? Et je vais Mhm. le faire et donc ça veut dire que je rentrais chez moi, je faisais des fiches Wikipédia, je devenais fou. Vraiment, où j'avais envie de rattraper ce retard-là Ok. parce que j'avais l'impression de pas être au niveau et globalement, comme toute, ma partie collège, j'étais en tête de classe, que je m'en sortais bien, bah, j'avais un peu ce truc de, c'est pas normal que là, j'étais vraiment quand je te dis, j'étais, au fond, je pense que je devais être dans les derniers de la classe. Ok. Peut-être Ah même ouais. le dernier, tu vois? Tu as J'osais même senti pas demander. vraiment un Ah, écart. c'était hard. Ok. Surtout que, en fait, par exemple, au contrôle, je me rappelle en seconde, une anecdote qui m'a marqué, c'est qu'on révise moi, je révisais comme un ouf. Quand je te dis comme un ouf, c'est que je rentrais chez moi jusqu'à 22 heures. Ma vie, c'était quoi? C'était, je me levais le matin, j'allais au lycée, je rentrais, je travaillais, je dormais, je recommençais. Ok. J'avais plus rien à côté et je l'ai super mal vécu parce que depuis quand j'étais petit, notamment au collège, j'avais lancé plein de projets. J'avais ramené les huissiers chez mes parents par rapport à un site que j'avais créé qui débitait bien, tu vois? Je faisais des ventes, mais sauf que j'avais Ah rien ouais. déclaré parce que je connaissais pas à D'accord. l'époque TVA et tout. Du coup, on reçoit des courriers. Enfin, j'ai toujours eu cet esprit, tu vois? Un peu, je faisais plein de choses, c'est des vidéos sur YouTube. J'ai commencé à 13 ans, tu vois? D'accord. Vidéos avec Ok. les potes de mon quartier. Je leur ai dit: «Les gars, on a un téléphone là, venez, on fait des vidéos. Ça se trouve, on va les Ok. poster sur YouTube». YouTube, il y a tout le monde, il y a même des mecs à l'autre bout du monde qui peuvent voir nos vidéos, tu vois? Parce que Et tu fais partie d'une génération où tu as eu des exemples de gens voilà, qui ont réussi à le faire et beaucoup. tu t'es dit, on peut essayer de le faire nous aussi. Exactement, c'est Ok. ça. Tu vois, tu grandis dans l'ère, bah, à l'époque, il y avait pas encore Squeezie, mais c'est un peu ce mood-là, tu vois, Ok. où tu vois des mecs vraiment dans leur chambre. Moi, je sais que j'ai beaucoup regardé Prime à l'époque et c'est un mec qui est dans sa chambre et il fait des Mmh. vidéos
Et en vrai, après, ils se retrouvent à monter des boîtes, à faire des trucs. Et moi, je vois ça, je me dis, ok, j'ai envie de faire pareil, tu vois. Donc ouais, il y a ce Quand tu truc-là. arrives au lycée, limite, extinction des feux, Ouais, tu, euh, totalement. tu, tu peux plus faire Totalement. ce que tu avais l'habitude de faire parce que la charge de boulot, la pression. Exactement. Ok, Ça fait ok, que vraiment, je coupe complètement sur ça, sachant que mes ok. parents, à l'époque, bah, ils sont beaucoup sur mon dos, tu vois, par rapport aux études, parce que, Ah, ils ont bah, investi sur toi là. exactement, c'est ça, En totalement, général, quand ton fils, tu viens du 93, tu l'envoies à Paris, c'est un exactement. investissement pour la famille. Bien sûr, Investissement à bien fond, sûr, c'est ça, bien à sûr. fond. Sachant qu'avant ça aussi, j'ai fait de l'escrime à haut niveau. Ok, J'avais commencé bah, très jeune l'escrime à 10 ans. Et en gros, j'avais participé aux qualifications pour les championnats de France. J'avais participé aux championnats de France aussi, aux qualifs pour les ok, JO ok. 2024. Donc ceux qui ont eu lieu là avant. Ah, bien sûr. Mais, Qui ont eu euh, lieu là. mais du coup, c'est ça. Donc vraiment, je vois cet écart de niveau. En même temps, je me dis, mes parents, ils comptent sur moi. Tu vois, vu que ça n'a pas fait dans le sport, parce que Ok. j'ai arrêté, bah, je me dis, vas-y, c'est les études. Donc, je me dis, ok, bah, je mets en pause ce que je fais sur le côté, c'est pas grave, et je me focus à fond sur les études. Donc, je passe une année de seconde un peu compliquée, où Ok. tu vois, je bosse beaucoup. Quand je parle avec les potes que je me suis fait là-bas, ils sont en mode, bah, moi, je suis sorti tout le week-end, j'ai eu 16, et moi, j'étais à la maison tout le week-end, j'ai 11. Et moi, Ok. je me dis, il y a un problème, tu vois, je me remets en Ok, question, je me dis, peut-être je suis pas ouais, fait pour ça. ouais. Comment eux, ils sortent tout le week-end, ils s'amusent, et moi, je travaille de fou, et il y a une différence de 6 points ou 5 points dans la note. Donc de là, je deviens un peu mal, mais je continue, je continue, je continue. Finalement, fin de seconde, j'arrive à remonter un peu au milieu de classe, tu vois. Quand je rentre en première, je me sens beaucoup mieux. Déjà, j'ai commencé à me faire des potes. Tu vois, j'ai rattrapé mon retard, je pense, social, Ok, culturel. ok. Donc, je m'acclimate beaucoup mieux. J'arrive à rentrer dans les sujets de discussion. Puis c'est cool, on commence à faire d'autres activités, etc. Donc, terminale et première, je le vis très bien. Terminale, j'arrive en tête de classe. Donc, vraiment, je Ok. valide mon bac à 15,75. Je me rappelle, j'étais boursier à l'époque. J'ai passé à Ah, 0,15 de 1000 euros. C'était énorme. Et du coup, ouais, donc. Je rate de très peu la mention très bien, mais globalement, je me sens très très bien. Je me suis fait des potes, les profs, ça y est, ils sont en mode ok, il y en a dans le il a crâne, donc compris, ça fait voilà. du Il a bien, tu vois, compris. de se sentir exactement. Et puis, je demande toutes les facs parisiennes de droit. J'obtiens toutes les facs parisiennes. À l'époque, c'était Parcoursup. Mais mon père, il me dit, tu vas faire une prépa. Ok. Donc, il me dit, je me suis renseigné. Prépa, c'est une filière qui est très, très bien. Il me trouve la prépa, C'est etc. très difficile. Mais c'est très difficile, Ouais, exactement. ouais. Et moi, j'y vais à reculons. Et au départ, je leur dis, ouais, j'ai pas envie de faire la prépa et tout. Mon père, il me dit, écoute, t'es sous mon toit. Si tu veux faire autre chose, prends, va, fais autre chose et c'est bon, tu vois. Tant que tu es là, tu vas faire une prépa. Il me pousse vraiment, il me dit, faut que tu fasses ça parce que je pense vraiment que ça va t'apporter énormément. Et en vrai, si tu as l'occasion, demande, on sait jamais. Donc, je demande une prépa. Je prie pour que ça passe pas, mais ça passe. Je suis Ça accepté passe. en prépa, Ok. exactement. Et là, j'arrive en prépa et là, c'est pas une gifle, là, c'est sur un chaos carrément. Ok. Là, je te jure, c'est encore un autre D'accord, stade. niveau. Parce que, encore, tu vois, le lycée, j'étais dans un bon lycée, Hélène Mhm, Boucher, mhm, mais ça reste 20e arrondissement. mhm. Donc, il y a un peu de tout, tu vois. Là, j'arrive en prépa, c'était une des meilleures prépas parisiennes en plus dans la filière que je faisais en D1. Donc, j'arrive, c'était des personnes, leurs parents, ils ont des chaînes de resto, des trucs, genre, le décalage, il Ouais, est énorme, ouais, genre bien sûr, vraiment. bien sûr. Donc là, pareil, au départ, alors là, en vrai, j'ai un bagage culturel qui est un peu plus important. Mhm. Donc, j'y vais quand même je suis moins timoré, tu vois, dans mon approche, j'y vais, ok, moi aussi, j'ai ma place, mais malgré tout, je me rends compte que c'est compliqué, tu vois, parce que c'est vraiment plus les mêmes mondes. Tu fais une prépa pour faire quoi? Préparer quoi comme. L'ENS, Ok. l'école normale supérieure. Et après, du coup, quand tu rentres dans l'école, tu fais quoi, tu fais quoi comme diplôme? C'est quoi ton diplôme que tu. En parallèle, je faisais une licence de droit à la Sorbonne. Donc Ok. j'avais la prépa pour l'ENS et j'avais en même temps, c'était un partenariat entre ma prépa et la Sorbonne Ok. où je pouvais faire une licence de droit en parallèle. Donc Ok. j'avais les deux en même temps. Donc je faisais à la fois la prépa et la fac, donc c'était hyper intensif. Et de là, je me dis, ok, ça fait longtemps que j'ai pas fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos sur YouTube, ça Ok. me manque. Et en même Ok. temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'action pour aider les gens. Parce qu'il faut savoir que au lycée, terminale et première, j'ai commencé à faire des actions avec Utopia 56 et le Secours populaire, des maraudes. Je me rappelle à l'époque au centre primo arrivant à La Chapelle, j'allais faire des actions pour les migrants, etc. Et donc, quand je suis arrivé en prépa, j'ai dû mettre ça en pause la première année. Et deuxième année, en vrai, ça me manquait de ouf. Et comme D'accord. je te dis, donc je lance YouTube et l'objectif de YouTube, cette fois, c'est plus de faire des vidéos avec mes potes, etc. C'est vraiment de démystifier l'image associée à la prépa. Parce qu'on a beaucoup d'a priori sur la filière et de fait, D'accord. Donc, du coup, ton entrée, c'est parce que tu vis quelque chose scolairement chaud voilà, et tu dis, écoutez, exactement, moi, je veux montrer à d'autres mecs de banlieue que c'est ça. finalement, la prépa, c'est possible Mhm. et je vais faire des vidéos. C'est mon Ok. premier combat. C'est Ok. vraiment quand je vois la différence de niveau, je me dis il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi nous, en fait, d'office, au collège, au lycée, on ne nous parle même pas de cette filière-là. Ok. Donc on a choisi pour nous que ces filières n'étaient pas faites.
pour nous, en gros. Parce qu'on m'informe même pas sur l'existence de ces filières. Et moi, je trouve ça, à l'époque, je trouve ça scandaleux, tu vois, vraiment. Et c'est vraiment, comme je te dis, mon premier combat, c'est dire, bah, en fait, les gars, ces filières-là, elles existent. Et c'est pas parce que nous, on vient de banlieue qu'on peut pas Y accéder. voilà, y accéder, s'y plaire et peut-être même bah, voilà, faire carrière et faire des longues études. Donc voilà, je rentre chez moi, j'allume ma caméra tous les soirs et je fais une vidéo où j'explique ce que j'ai fait la journée, tu vois. Donc j'explique des concepts que je vois en cours. J'explique, j'avais le concept à l'époque du un mot par jour. J'ai un truc. Non. Ah, ok. Non, c'est moi. Je sais pas, il me fait un signe subliminal. Non, t'inquiète. Je fais le concept d'un mot par jour. Donc en fait, je prends un mot que j'ai appris dans la journée, qui m'a choqué. Donc je me rappelle, il y avait plein de mots tributaires. Aujourd'hui, tu vois, que j'utilise dans la vie de tous les jours. Bah, à l'époque, je me dis, en vrai, c'est ce premier mot où je me dis, plutôt que de dire je suis dépendant d'eux, je suis tributaire d'eux. Et tu vois, tout de suite, ça amène un petit truc en plus. Et en fait, c'est des choses qui font que quand tu vas parler à des investisseurs, à des professeurs, à des recruteurs, bah en fait, ça rajoute un petit truc, tu vois, du point de vue de l'éloquence, de l'expression orale. Je me dis, OK, je vais commencer à faire un truc simple, abordable, où chaque jour, je vais leur apprendre un nouveau mot. Donc, vas-y, je rencontre un mot qui est un peu différent. Let's go. Je leur dis c'est quoi je leur donne la définition du mot, comment l'utiliser, un exemple concret. Et donc voilà, de fil en aiguille, l'oiseau fait son nid, je commence à les abonnés, ils montent. Et arrivé à 10 000 abonnés, je me dis comment je pourrais convertir cette audience, mais dans quelque chose de plus concret. Tu vois, vraiment avoir une action concrète. Quand tu commences à faire ces vidéos, donc là, tu es en train de nous dire, tu le fais un petit peu parce que tu as toujours cette fibre de partage, d'entraide, exactement. même de solidarité. Hein, quand on va faire des maraudes, voilà, on est totalement dans la solidarité. Et parce que tu aimais ça, tu vas quand même avoir 10 000 abonnés. C'est que tu avais quand même un objectif ou tu t'es laissé porter par le. C'est une bonne question. Je pense que je me suis laissé porter parce que dans l'idée que j'avais au départ, c'était vraiment partager mes connaissances, démocratiser l'accès, on va dire, à cette filière. Et après, tu vois, par exemple, j'ai fait un drive à l'époque et je me suis rendu compte que j'avais pas le droit. Depuis, j'ai dû le mettre en non répertorié. Mais tu sais, j'avais pris tous mes cours. Et moi, j'étais un peu nia dans mon action. J'étais tu partageais. Voilà, exactement. En mode insouciant, naïf. Je me suis dit, bah, moi, c'est trop bien. J'ai accès à plein de ressources. Je vais tout donner. Du coup, j'avais fait une vidéo en plus, elle avait fait à l'époque 30 000 vues sur YouTube. C'était énorme. Tu vois, j'ai fait une vidéo, 30 000 vues. Il y a plein de gens qui rejoignent le drive. Je reçois que des messages de remerciements. C'est trop cool. On a accès à des ressources qu'on n'a pas en temps normal. Et finalement, j'ai un de mes profs qui tombe dessus. Il me dit, t'es fou, quoi. Moi, c'est mes cours que j'utilise. C'est n'importe quoi. Je peux t'attaquer en justice pour ça. Donc là, je vais pas le faire. Mais juste, je t'invite à fermer le drive, à retirer mes cours. Et voilà. Et même dans ça, je me dis pourquoi Pourquoi pas partager? Ah ouais. Parce que moi, j'ai la chance d'être en prépa. Mais moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, bah en vrai, j'aurais trop aimé avoir accès à ces ressources-là, tu vois. Et donc, je comprends pas trop pourquoi. Donc finalement, ce que je fais, c'est que je retire juste ses cours à lui, mais je laisse le drive ouvert. Au final, ça passe. Et de là, voilà, je me dis, vas-y, j'ai envie d'avoir une action encore plus concrète. Et c'est là que naît Équipage Solidaire. Du coup, ma toute première structure en 2020. Et donc, à la base, c'est une asso qui vient en aide aux sans-abri. C'est-à-dire qu'en gros, on fait des maraudes. Pareil, il y avait Nation, il y avait vraiment partout dans Paris, où on récupère des invendus auprès des commerçants de mon quartier. Parce que voilà, comme tu sais, dans un quartier, tout le monde parle et tout. Et moi, je me rends compte qu'il y a des invendus. Et je parle à Karim à l'époque, qui tient la boulangerie. Et je lui dis, mais tu fais quoi de ces invendus? Il me dit, moi, je les jette. Et je lui dis, ah ouais, mais en vrai, tu penses si moi je les récupère, tac, je peux les donner? Est-ce que tu me dis, ouais, bah en vrai, je vois, il y a 2 boulangeries qui font ça, c'est comme des maraudes, quoi. Je lui dis, bah vas-y, let's go, on le fait. Donc je commence avec lui, avec la boulangerie du quartier. Et après, la crise du Covid qui arrive. J'allais poser la question, du coup. Crise du Covid. Quand tu commences ton association, c'est début 2020. Ouais. Donc, et donc 3 mois après. Exactement. 3 mois après crise du Covid, ça met un coup d'arrêt à tout, sachant que nous, en tant qu'étudiants, la moyenne d'âge, elle est très jeune dans l'asso. Toi, tu es encore étudiant à cette époque-là. Ouais, à cette époque-là, je suis encore étudiant. Je suis en prépa, je suis en dernière année de prépa. Et nous, en tant qu'étudiants, on est vraiment aux premières loges des conséquences économiques et sociales de la crise. Parce que non seulement, il y en a plein qui perdent leur emploi, mais en plus, isolement. Moi, j'avais la chance d'être chez ma famille, tu vois. Mais tu as des étudiants qui viennent de d'autres villes, Dijon, Montpellier, autres, qui se retrouvent tout seuls dans leur appartement, sans aide, sans truc. Donc, c'est compliqué. Et de là, je me dis, bah vas-y, il faut qu'on fasse quelque chose de différent. Parce que déjà, comme je t'ai dit, c'est là que l'innovation, tu vois, elle me titillait parce que je me disais, les maraudes, c'est bien, mais il y a d'autres assos qui le font et mieux que nous. Et nous, si on veut perdurer et si on veut apporter une touche, bah vas-y, il faut qu'on fasse quelque chose de novateur. Voilà, parce que sinon, bah en vrai, autant que je prenne ma communauté et que je lui dise, venez, on va tous chez le Secours Populaire. Ils ont des process, ils ont des trucs, ça tourne mieux que nous. Et de là naît Delivered. Du coup, mon premier projet,
qui m'a mis en lumière, en vrai, avec lequel je fais pas mal de plateaux télé, j'ai levé des fonds et tout. Donc Delivered, c'est une plateforme de livraison de kits alimentaires pour les étudiants en situation de précarité. Donc D'accord. globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des invendus auprès de grands groupes commerçants locaux, maraîchers ou autres, même des événements. On les centralise dans nos entrepôts. On en a aujourd'hui une trentaine à travers la France. Ensuite, on fait des kits et on les livre aux étudiants inscrits sur la plateforme. Alors, je t'arrête. Tu Ouais. vas un peu trop vite. Ok. Je t'arrête. Donc, tu as ton association Ouais. qui fait les maraudes. Mm. Vous êtes une équipe, c'est que des amis, c'est des gens qui vous rejoignent, c'est des habitants du quartier qui se disent on veut participer, ou c'est vraiment une petite team Ouais. qui va au fur et à mesure grandir et aller vers Delivered. Au départ, c'est des potes de mon quartier, Ok. principalement. Ok. La plateforme, on la porte avec des abonnés et les potes de mon quartier. En gros, le bureau de l'asso, il y a une personne, la cofondatrice de l'asso, Ismaël. Je l'ai rencontré grâce à YouTube. Dis-toi, Ok. c'est une personne qui vient de Guyane, Ok. qui était jamais venue en métropole. Elle me suivait Ok. sur YouTube et genre, elle commente ma vidéo. Et moi, à l'époque, je répondais à tous les commentaires. Machin. Même Mhm. aujourd'hui, j'essaye, mais il y en a plus, mais je répondais à tout. Et je dis à Isma, carrément, encore une fois, je lui envoie mon numéro en commentaire. Mhm. Et je lui dis, bah, tu sais quoi, envoie-moi un SMS, machin et tout. Et on va discuter. Et du coup, on s'appelle, on se lie d'amitié. Et lui, quand il vient en métropole, donc moi, j'arrive à le convaincre de faire une prépa. Comme mon père, en vrai, je joue un peu le rôle du père. Tu vois, je lui dis, frérot, si tu as l'occasion, fais une prépa. Ça va être incroyable. Tu vas vraiment apprendre plein de choses. Ça va t'ouvrir à d'autres champs culturels, etc. Et du coup, il vient en métropole. Et de là, pendant la crise du Covid, je lui dis, frérot, viens, on lance ça ensemble, tu vois. Parce que, en vrai, on s'est grave liés d'amitié et tout, on s'entend bien. Et du coup, donc, on lance le projet à deux, plus avec mon ami d'enfance, Adam. Donc, on est 3 au démarrage. Et après, voilà, il y a des abonnés, parce que nous, on partage beaucoup les coulisses. Donc, il y a des abonnés qui nous rejoignent sur les tournages. D'accord. À Ok. chaque fois qu'on fait une maraude, moi je fais genre une vidéo, une story, je dis les gars, tel jour, telle heure, maraude, et vas-y, il y a 50 personnes qui viennent, et let's go, tu vas en distribuer Tu tous utilises ensemble. les réseaux sociaux à fond. À fond. Et finalement, c'est ça, sur ça que tu t'appuies pour pouvoir Ouais. développer et croître. Ouais, Ok. carrément, c'était un vrai vecteur de développement, en vrai, les réseaux, et je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas réussi à faire tout ce qu'on a fait sans les réseaux. Sans les réseaux. Ouais, Ok. vraiment. Ah ouais, donc tu fais partie de cette génération-là qui bénéficie finalement de l'avènement des réseaux. On est donc en 2020, c'est le Covid. Tu me parles de la précarité alimentaire des étudiants. Tu crées Delivered. Mm. Tu le crées comment? En mode associatif, en mode entreprise? Parce C'est que là, une- on est totalement de ce qu'on appelle Ouais. l'ESS. Oui, on est l'économie. reconnu de SS, ouais, Voilà, exactement, entreprise du secteur social et solidaire. exactement. Moi, à l'époque, en gros, Delivered, c'est un projet de l'équipage solidaire. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on a le projet des maraudes, et moi, je leur dis, les maraudes, on va mettre en pause, mais on pourra reprendre, mais on va mettre en pause pour se consacrer à ce nouveau projet. Donc, à l'époque, si j'ai pas encore toute la vision légale, etc., autour, donc au départ, je ne déclare pas. Puis par la suite, après, je comprends effectivement, tu as toutes ces questions-là, même de business model ou autre. D'accord. Donc, du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage où Delivered, je l'ai déclaré en marque. C'est une marque qui m'appartient. Ok. Donc, il y a en gros toute la technologie liée à l'association, la marque, etc. Et moi, j'ai fait un contrat de cession d'exploitation avec Équipage Solidaire. Magnifique. Donc, en fait, les projets que j'ai faits, ils m'appartiennent en mon nom propre, Mhm. mais j'autorise l'association dont je suis président Ok. à les utiliser. Et donc, ça, c'est le montage qu'on a fait pour ensuite, en fait, pour que je puisse créer mon groupe et que dans le groupe, parce que j'ai d'autres activités. Aujourd'hui, j'ai 3 entreprises à côté. Et donc, tout appartient au même groupe. Tu vois, j'ai les projets associatifs et les projets aussi d'entreprise. Alors, C'est un tu fais- écosystème. j'ai bien saisi. Mm. Tu fais la prépa. Ouais. Et en même temps, tu fais tes activités de maraude, de solidarité. Tu commences à monter Delivered. Explique-moi, qu'est-ce qui fait que tu y arrives? Est-ce que c'est un enchaînement de circonstances Mm. ou c'est un moment tu te dis, je veux monter ça, Mm. tu te remontes les manches, vous êtes 2-3 et vous partez à la guerre. Je veux comprendre comment vous y allez. Je pense que c'est un mélange de tout, en vrai. Ok. Dans le sens où on arrive à un moment qui est opportun pour lancer ce projet-là. Parce que moi, Ok. je sens l'opportunité où je me dis, il y a beaucoup de gaspillage, Mhm. il y a de la précarité. Comment on pourrait pallier ces deux problématiques, vraiment les concilier pour répondre à 2 problèmes en même temps? Je me dis, à l'époque, il n'y avait pas encore en plus tu sais, tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de gaspillage. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de normes. On en a Mhm. beaucoup bénéficié d'ailleurs. Mais nous, quand on arrive dans ce marché-là, ça n'existe pas encore. La loi AGEC, elle n'est pas passée. Donc, il n'y a pas l'obligation pour les commerçants de donner une seconde vie aux invendus. Donc, le gaspillage, ça y va à foison. Et donc, quand je suis confronté à ça, je me dis, en vrai, c'est le moment. C'est le moment porté. En plus, on est une génération où on utilise beaucoup tout ce qui est outils numériques. Donc, je me dis, tant qu'à faire, autant le faire sous forme d'application. Parce qu'on a tout le temps nos téléphones, carrément, c'est devenu une extension de notre main. On fait tout par application mobile, par truc. Donc, pour parler à la génération Z, pour toucher notre cible à nous qui sont les étudiants, on va pas faire on a fait un site internet de fait, mais aujourd'hui, tout est sous forme d'application mobile, tu vois. Ok. Donc, comment ça se passe? En vrai, au départ, là, je te dis ça aujourd'hui, c'est super structuré et tout, mais au tout début, quand on commence, c'est un Google Form.
Ni plus ni moins un Google Form. Ok. On a appelé le frère de Cyrine à l'époque avec qui je travaille, donc qui rentre dans le projet. Et son frère, il est développeur. Et il nous fait un truc vraiment basique, Ok. delivered.org. Il prend un Google Form, il nous recrée un Google Form, mais en propre, tu vois, Ok. et il le lie à un nom de domaine. Donc ça Ok. veut dire que les gens ils viennent sur delivered.org, ils mettent leur nom, prénom, adresse, le créneau de livraison, et après derrière nous on récupère les infos, on les appelle, on leur propose un. Donc autant te dire que la CNIL, le RGPD, tout à l'époque, rien du tout. Normal, Vraiment, ouais. mais Ouais. tu vois, c'est. C'est au début. Je me dis voilà, il faut se lancer pour faire des erreurs et après comprendre et justement structurer le projet, tu vois. Donc on part avec un truc vraiment bateau et on lance le projet. Et dis-toi que c'est vraiment comme Keblak. À un moment, je voyais dans une interview où il disait il se réveille un matin et il voit plein de notifs, il comprend pas et tout. Pareil, ça veut dire que on fait une vidéo de lancement. Ok. Moi, je la publie sur Twitter, sur YouTube, sur mon YouTube à moi, etc., sur Insta. On reprend ton YouTube, Ouais. il y avait 10 000 quand même abonnés. Ouais, c'est ça. Tu avais quand même une petite communauté parce que Exactement. les vidéos qui parlaient de la prépa, tu avais Ouais. arrivé des gens. Voilà, exactement. Ok. Et d'ailleurs, c'est une communauté qui était très fidèle parce que quand tu fais une vidéo par jour, que tu partages autant tes galères, tout, je partageais tout. Vraiment, il y a des vidéos, j'étais déprimé. D'accord. Et je sais qu'aujourd'hui, je les ai mis en privé, etc. Ouais. Mais je sais qu'à l'époque, je me dis, ah ouais, c'est une dinguerie. T'étais vraiment dedans. Ah, j'étais trop transparent. D'accord. Et tu vois, c'est un problème aussi avec notre génération, c'est qu'on n'a pas ce même rapport à la vie privée que les précédentes générations. Bien Et sûr. je pense que c'est aussi parfois problématique. Bon, là, en l'occurrence, ça a apporté du bon, mais si j'avais eu des détracteurs et des personnes qui voulaient utiliser ça à de mauvaises fins, bah, en vrai, je me livrais à 100%, tu vois. Ok. Ok. Donc voilà, j'ai une communauté qui est pour le coup très soudée parce qu'ils m'ont suivi vraiment dans toute l'ascension de la prépa. J'étais 100% transparent. Quand il y avait des anecdotes à raconter ou autre, je donnais tout. Et quand je lance la plateforme, bah voilà, on arrive à faire nos premières actions. Mais à un moment, on sort une vidéo teaser. Mhm. Et donc. Et tu fais les cours en même temps. Et tu arrives Ouais. à faire les cours. Ouais, je fais les cours en même temps. J'allais Ok. dire que j'ai les. En C'est fait, quelle année? c'était- On est en quelle année? 2020 ou Là, on est en 2021? 2021. 9 mars 2021, ouais. Ouais, je fais les cours. Après, en vrai, je trouvais ça. J'arrivais à concilier les deux, tu vois. C'est par la suite que c'est devenu compliqué. Mais au départ, ça veut dire que moi, j'avais pas vraiment de vie sociale dans le sens où ma vie sociale, tu vois, c'était vraiment travailler sur mes projets avec mes potes. Je suis jamais été très soirée, je suis jamais allé en soirée, boîte, etc. Donc vraiment, j'avais ce truc basique où moi, ce que je kiffe, c'est travailler. Je me pose avec mes potes. votre Soit projet, au Clec, quoi. ouais, on Projet. avait un. Voilà, exactement, projet à fond. Mm. Et donc, à un moment, on sort cette vidéo teaser, cette fameuse vidéo teaser. Et moi, je me lève le matin, je vois la vidéo, 200 000 vues sur Twitter, des retweets de partout. Je regarde la boîte mail, je vois Brut nous ont contacté, France 3 nous ont contacté. Je vois le truc vraiment en un soir, vraiment. Il y avait plein de tweetos qui avaient retweeté, etc. Donc, ça avait grave pris. Et là, je me dis, ah ouais, là, je crois que c'est le démarrage. Là, tu vois, c'est genre où ça devient plus grand, tu vois. Et comment tu l'expliques du coup? Je pense en vrai à l'algorithme et Ok. aussi le fait que les gens étaient touchés aussi par la cause. Et tu sais, dans la vidéo, bah pareil, en vrai, j'étais transparent. Je dis, les gars, on a lancé une plateforme, on vient de des étudiants, on récupère des invendus. Si vous voulez nous aider, vous êtes des commerçants ou autres, envoyez-nous un message. Mais en mode classique, Et tu vois, c'est genre. parti. Et c'est parti. Le truc, je pense qu'il y a des tweetos qui ont retweeté. Du coup, ça a commencé à faire beaucoup de trucs. Et moi, j'actualise. Et tu sais, j'actualise que des notifs en plus. Et je deviens fou. Je me dis, ouais, c'est quoi ça? J'actualise 15 likes. Mais à chaque seconde, tu vois, il y avait plus de trucs. Et de là, bah, on commence à structurer. Moi, je dis à Cyrine à l'époque, Adam, Erwan, Ismaël, je leur dis, vas-y, les gars, là, il faut qu'on commence à monter des pôles. Vraiment, je te dis, c'était les prémices de commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus de 2500. C'est-à-dire qu'il y a des pôles hyper structurés. Stop. Vous êtes quoi? Non, aujourd'hui, on est plus de 2500 à Plus de travers l'Europe. 2500. Ouais, il y a beaucoup de monde et tu vois, c'est ultra structuré, c'est-à-dire qu'on a des responsables de. À la base, les gars, à la base, vous voulez donner un coup de main. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est la puissance des réseaux. Et je te dis, je pense que jamais on aurait pu monter ça et ouvrir. En fait, toutes les villes dans lesquelles on a ouvert, bah, du coup, sous forme de franchise, c'est parce que tu as des mecs qui me suivaient depuis les réseaux et qui me disaient, c'est archi bien ce que vous faites. Moi, je suis à Montpellier, on est une équipe de 5 personnes. Vas-y, on est déter, tu vois. Comment on fait? Comment on fait exactement? On a envie d'ouvrir des livrets dans notre ville. C'est-à-dire que moi, j'ai même pas réfléchi le concept sous forme de franchise, mais de fait, c'est les gens qui l'ont amené, tu vois, parce qu'ils me disaient, on veut réutiliser vos process, donc votre application que vous avez mis en place, votre image, parce qu'on commence à avoir pas mal de reportages télé, etc. On veut réutiliser tout votre énergie, etc. et le lancer dans notre ville. Et de là, on a commencé à ouvrir d'abord à Lyon, toute première ville. Non, Montpellier, toute première ville, ensuite Lyon, ensuite Grenoble, Le Havre, Strasbourg, etc. Attends 2 secondes, Yovan, parce que là, ça va trop vite. En fait, t'es en hyper croissance. Ouais, voilà, exactement. Là, on est hyper vraiment. croissance. Ouais. Ma question, c'est structuré là directement. C'est donc l'association et tu crées après une entreprise, une SAS ou une SARL, je sais pas. Pas tout de suite. Non, ouais, c'est venu beaucoup plus tard. Okay. Ouais. Là, c'était vraiment toujours sous forme associative. Forme associative, toujours. From scratch. Vous développez. Exactement, c'est ça. Okay. Et en gros, donc il y a eu énormément d'erreurs en soi. J'ai tellement de trucs. Tu veux nous en parler, Ouais, carrément.
continue sur le développement, c'est super Ok, intéressant. donc sur le développement. Donc nous, on arrive. Donc il y a des gens qui commencent à s'inscrire, etc. sur l'application. On commence à avoir beaucoup de demandes. Donc en vrai, on est aussi un peu en stress où on se dit, ok, on a une grosse visibilité, mais derrière, il faut qu'on récupère du coup plus d'invendus, il faut qu'on arrive à assurer plus de livraisons, il faut que ça suive. Il ne faut pas que la promesse qu'on vende, en gros, ce qui a pu arriver, hein, même aujourd'hui, tu vois, on reçoit beaucoup plus de demandes que de livraisons qu'on peut effectuer. Et le combat de tous les jours, c'est de dire, ok, s'il y a par exemple 500 personnes qui s'inscrivent par semaine sur l'application, faut qu'on arrive à livrer les 500. Ou alors, faut qu'on baisse le nombre, enfin le seuil de, tu vois, d'inscription pour arriver à assouvir toute la demande. Bien sûr. Mais globalement, voilà, on est en hyper croissance, comme tu l'as dit. On a plein de questions qui nous viennent en tête. À l'époque, en plus, moi, je connais pas du tout, tout ce qui est incubateur et tout. Donc, vraiment, j'avais pas du tout, je connaissais pas la BPI, Make Sense, rien du tout. Genre, j'étais vraiment en mode, bah vas-y, les gars, tant pis, on va le faire nous-mêmes, tu vois. Donc, on commence à structurer les pôles. C'est un truc de fou. Je dis à Cyril, vas-y, toi, tu vas t'occuper de la partie recrutement. Isma, tu vas t'occuper de la partie finance. Moi, je vais m'occuper de la partie réseau. Donc, vas-y, on se fait des réunions où vraiment, dis-toi, il y a plein de soirs où je dors au local, je vois moi, ma famille et tout, mais on est tellement porté par le projet. Bah ouais. Et tu as vu, quand c'est un truc, dis-toi qu'avec ce projet, jusqu'aujourd'hui, j'ai pas touché un seul euro. Pas un seul euro. Je l'ai fait vraiment 100% bénévolement. C'est un projet juste. Moi, j'ai créé mes boîtes en parallèle aujourd'hui qui me permettent de bien vivre et tout, très content. Mais le projet, ce projet de base, rien. Je l'ai créé vraiment juste pour aider. Et d'ailleurs, quand on a levé, et à un moment, on lève 1 million d'euros, et tout le monde me dit, embauche-toi. Tu vois, c'est des fonds qui sont faits pour ça, c'est fléché, etc. Truc. Et je dis, mais moi, je ne l'ai pas fait pour ça. Et à l'époque, j'ai rien, tu vois, j'ai pas encore mes boîtes, etc. Mais je leur dis, je préfère créer de l'emploi et embaucher d'autres gens et moi le faire bénévolement parce que je fais des longues études. Du coup, je peux faire carrière après. C'est ça qui te drive, c'est ton driver. Ouais. Je te jure, quand je te dis que je l'ai fait vraiment truc, c'est que moi, le seul truc où je prenais du plaisir, c'était quand on livrait quelqu'un, que la personne nous regardait, nous disait, vous me sauvez la vie. Et moi, je suis là, frère, je me prends que des retours comme ça. Vraiment, je me sens bien dans mon être personnel, tu vois. Et du coup, donc voilà, on commence à structurer, on ouvre dans pas mal de villes. Par la suite, donc, comme je te le disais, on lève 1 million d'euros. La levée de fonds, en vrai, vu que c'est associatif, c'était particulier. C'est-à-dire qu'en gros... Alors, tu lèves pourquoi ? Pour accélérer la croissance et surtout pour pouvoir structurer dans toutes les villes. C'est-à-dire qu'on a besoin d'acheter des véhicules, on a besoin d'acheter des locaux, on a besoin de développer, donc de faire une V2 de l'application. Enfin, en gros, tous les coûts d'une boîte, quoi, les assurances aussi qui nous allument. Donc, il y avait plein de choses où on avait besoin de fonds pour pouvoir continuer la croissance et assurer plus de livraisons. On lève pas des fonds pour une structure qui ne génère pas d'argent. Exactement, c'est la question qu'on me pose à chaque fois. En gros, comment ça s'est passé? C'est très simple. Le premier step, ça a été de faire des appels à projets. En gros, on a cherché, moi j'ai regardé, en gros, je suis allé voir dans toutes les boîtes, toutes les grosses boîtes que je connais. Je suis allé, tu sais, dans les conditions, enfin en bas, tu as des rapports annuels, et je suis allé voir quelles boîtes ont des objectifs ESG en rapport avec l'environnement ou les étudiants, ou en tout cas globalement l'aide alimentaire. Et le premier que je trouve, c'est Carrefour. Je vois qu'ils se sont dotés d'une fondation qui œuvre pour ça. Et donc, vas-y, je me dis, let's go, je vais contacter Carrefour. Donc, au culot, je prends mon mail, je vais chercher, je regarde sur Internet, je cherche des mails de Carrefour et tout, et je trouve un mail d'une meuf qui s'occupe de ça. Et donc, je lui rédige un truc, voilà, on a lancé cette initiative et on aimerait savoir, est-ce que vous êtes prêts à nous soutenir? Et donc, elle me répond 3 jours plus tard, tiens, je suis comme en haut, je reçois une réponse, et elle me dit, nous, ça se passe pas comme ça, tu vois, on peut pas décider comme ça de vous soutenir. Par contre, on fait des appels à projets régulièrement où on accompagne des structures pour justement se développer dans les objectifs qui correspondent à ceux de la fondation. Donc, elle m'envoie un appel à projet qui est en cours, à l'époque, de 30 000 euros. Je candidate à l'appel à projet. Déjà, quand je vois l'appel à projet, je me dis, c'est pour nous. Genre, on coche toutes les cases. Et donc, à ce moment-là, on participe à l'appel à projet. On reçoit 1 mois plus tard la réponse. On remporte nos premiers fonds. Et là, je suis comme un ouf. Je me dis, OK, c'est bon. 30 000 euros, déjà, j'avais jamais vu de telle somme d'argent, tu vois. Et, ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que tu es en train de dire que avec du culot, avec de l'audace, sans vraiment se dire, je vais arriver, je vais pas y arriver, on y va. Ouais. Tu as réussi à avoir répondre à un appel à projet, parce que tu nous dis quand même, tu as envoyé un mail au culot, là où plein de gens vont se dire, ça sert à rien d'envoyer un mail, ils vont même pas regarder le mail, ils vont même pas... Et en fait, là, ce que tu nous apprends, en tout cas dans ton récit, là, c'est qu'en fait, il faut y aller. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro, tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous. Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera. Plus d'infos dans la description, retour à la vidéo. Ouais, franchement, faut y aller. Genre...
Par exemple, dis-toi que la levée de fonds, je connaissais pas du tout aujourd'hui. Maintenant, je suis super renseigné, tu vois, levée de fonds, série A, série B. Avant, je connaissais pas tout ça. Je savais même pas ce que c'était qu'une levée de fonds. Mais juste, je me suis dit, Carrefour, ils ont des objectifs en rapport avec ça. Donc, en vrai, il n'y a pas de raison qu'ils ne nous soutiennent pas. Et c'est après, j'ai compris le principe des appels à projets, des machins, les levées de fonds, trucs. Mais du coup, donc, Carrefour, ils nous accompagnent sur ça. Et tellement ils kiffent le projet, ils nous disent, en vrai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir plus parce que la fondation, elle a des gros budgets. Carrefour, ils ont une grosse fondation. Et ils disent, on a des fonds à allouer à des projets. Votre projet, il nous parle énormément. On aime beaucoup l'énergie avec laquelle vous l'apportez. C'est pour ça que je dis toujours, en vrai, le porteur de projet, il faut se mouiller, tu vois. Quand tu portes un projet, ouais, voilà, faut être à 1000% parce que si toi-même tu crois pas en ton projet, si tu le portes pas, ce sera dur de convaincre des gens en face de t'accompagner. Carrément. Et donc moi j'y vais, tu vois, vraiment à fond, tac, je leur pitch le projet, etc. Ils nous disent c'est trop lourd. Et donc là, le deal en gros, c'est que ils nous subventionnent. Donc Carrefour, ils nous ont donné à l'époque 400 000 euros. En fait, on a fait une levée de fonds auprès de plusieurs groupes. Ils nous donnent 400 000, ils nous disent faut qu'en contrepartie, vous nous accompagniez sur nos objectifs ESG. Donc en gros, vous nous fournissez des rapports que nous on va présenter aussi ensuite au CA, etc., qu'on va pouvoir caler dans nos rapports. On est apparu plusieurs fois dans les rapports annuels de Carrefour. Et donc l'idée, c'est voilà, ils nous disent vous nous faites les rapports, nous ça nous permet de remplir nos objectifs et aller en contrepartie, on vous subventionne. Et donc aujourd'hui, on a un business model hybride dans l'association, puisqu'on a beaucoup évolué entre-temps. Aujourd'hui, on est une entreprise du secteur social et solidaire. Et donc, le business model qu'on a, c'est que on propose des activités de team building aux entreprises avec qui on travaille, qu'on facture à l'après-midi. Ça peut aller de 3 500 à 10 000 euros. On prend les collaborateurs, on les forme sur tout ce qui est précarité étudiante, gaspillage, etc. Plus, on leur fait faire des livraisons, des kits. Et en gros, l'idée, c'est de dire, plutôt que de faire un team building où vous prenez 50 personnes et vous les amenez au bowling, ramenez-les chez nous. Et non seulement ça va créer de la cohésion, mais en plus, voilà, c'est une vraie expérience et ils seront beaucoup plus chamboulés que d'aller faire un bowling. Ça, ils peuvent le faire à côté, tu vois. Ça permet de créer du lien dans l'équipe, de s'interroger sur le sens de ce qu'ils font. Exactement. Et mettre du sens, finalement, c'est ce qui te drive dans tes actions. Parce que quand j'entends ça, je me dis, en fait, ils te disent, vous avez de l'énergie, vous avez... et nous, on transporte ce truc-là, tu vois. C'est parce qu'en fait, ça a du sens pour vous. Voilà, Et alors, tu vas rentrer dans comment tu as structuré du coup ton groupe, parce que tu nous as dit que c'était un groupe. Donc, ça te Delivered, ok. Et après, comment ça se déploie? Parce que je sais qu'il y a Mood, je sais qu'il y a d'autres choses. Allez, on y va. Ok, let's go. Du coup, après Delivered, il y a un autre projet que je lance. Donc là, on lève les fonds, on structure. On a la vidéo avec McFly et Carlito, etc., qui pète de ouf. Et moi, je me rends compte qu'il y a un autre type de gaspillage qui est beaucoup moins médiatisé, qui est le gaspillage vestimentaire. Donc, je commence à faire des recherches, à me renseigner. Je vois qu'effectivement, pour faire un jean, tu vois, c'est 60 litres d'eau, qu'il y a je sais pas combien de jeans qui sont jetés tous les jours. Et donc, je me dis, je pense qu'il y a un truc à faire sur la partie vestimentaire. Donc, de là, je lance Dressed, deuxième concept, où en gros, l'idée, c'est que nous, on récupère des invendus, mais c'est toi vestimentaire auprès de grands groupes. Principalement, au départ, c'était que les grands groupes, donc Zelio, Zara, Adidas. On récupère des vêtements qui sont issus de précédentes collections ou qui présentent des défauts mineurs ou suite à des événements ou autres. Et ensuite, on les met à disposition gratuitement des étudiants dans des boutiques qu'on a. Aujourd'hui, on a 2 boutiques sur Paris, une à Toulouse. Une question. Comment tu rentres en relation avec ces grands groupes? C'est une vraie question, parce qu'à un moment, y a notre audience, il y a peut-être des gens qui veulent proposer un produit à des distributeurs, peut-être entrer en contact. Comment tu rentres en contact? Parce que c'est pas que le mail que tu trouves en bas de la page et que tu envoies. Alors, pour Dressed, je te cache pas que c'était facilité parce que vu que j'avais déjà un pied dedans, et en gros, par exemple, moi, je travaillais donc avec Camino, j'étais en relation avec eux, du coup, ils m'invitaient à des événements où Adidas, ils étaient présents, donc du coup, j'ai été amené à bosser avec Adidas, donc du coup, je récupère des contacts, des mails. Notamment, je rencontre Adidas à cet événement-là, je les contacte. Zara, c'est dans le cadre d'un partenariat qu'on avait avec une autre boîte qui nous dit, voilà, nous, on bosse avec Zara, on connaît telle personne. Donc, en vrai, une fois que tu as un pied dedans, on dit que tu vois que tu es à, je sais plus, je crois, 3 ou 4 ou une personne de la personne que tu as envie d'atteindre. Et en vrai, c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que quand je cherche un contact aujourd'hui, je sais que je vais parler à telle personne qui elle-même, par exemple, j'avais rencontré le PDG de Pepsi, j'avais gardé son contact, le feeling est super bien passé. Et ensuite, pour rentrer en relation avec les équipes retail, j'avais contacté directement lui, il m'a dit voilà, je te passe les contacts, les machins, et c'est facilité. Et Pepsi vont connaître d'autres grands groupes, qui eux-mêmes vont connaître d'autres grands groupes, etc. En gros, tu as réussi à mettre
ton pied dans la porte avec Carrefour. Voilà, exactement. Vous êtes rentrés Et après, tous on a- rentrés ouais, dedans. on était 50 et après on a pris plein de trucs, Ouais, etc. ok. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et après, une fois que tu as un pied dedans, bah, par exemple, je sais pas, demain, si tu sais que je suis en relation avec tel mec, tu vas m'envoyer un message, tu vas me dire, bah écoute, Yovan, tu te rappelles, on a fait le podcast et tout, est-ce que tu peux me donner son contact? Bah, Ouais, moi, je te passe le contact, tu vois. C'est de la mise en relation, c'est Voilà, du réseau. exactement, c'est ça. Et toi, ce que tu dis, c'est que tu as réussi, entre guillemets, à franchir les premières étapes, en tout cas à péter les premières portes. Mm. Et après, si tu fais du bon job, Ouais. si tu es honnête, tu es sérieux, C'est ça. logiquement, tu vas avoir d'autres contacts et tu pourras Exactement. connecter Ouais, entre eux, très quoi. rapidement. Les gens, ouais, Ouais. exactement, c'est ça. Ok. Exactement. Donc Dress, c'était beaucoup plus simple pour la mise en place, parce qu'encore une fois, on avait déjà les contacts, etc. Donc on lance Dress, on ouvre les premières boutiques. Pareil, ça marche bien. Au lancement de Dress, moi j'ai C'est des mon- boutiques. Explique-nous, c'est quoi Adresse, du coup Ouais, en fait, c'est une chaîne de boutiques de vêtements 100% gratuite. 100%. Donc on a C'est ce commencé que avec j'ai un vu pop-up sur store, ton- ouais, mais maintenant ouais. c'est des boutiques. On a une boutique plein pied, tu vois, sur Ouais. Paris, on en a deux. On en a une à Toulouse. Là, on va en ouvrir une à Lyon aussi. Et l'idée, c'est qu'en gros, les étudiants, ils viennent. Et tu vois, contrairement, quand je te disais dans le côté innovant, c'est qu'il y a deux choses sur Drest qu'on retrouve pas ailleurs. Premièrement, c'est que quand je dis boutique, on a pensé le wording avec les équipes exprès. C'est que c'est pas une association où tu viens récupérer des vêtements. C'est une boutique où tu viens, tout est neuf. Ok. Tu passes à la caisse, sauf Ouais. que ça coûte 0 €. L'expérience utilisateur, elle est totalement différente. Tu vois, il n'y a Ouais. pas cet aspect mortifiant au fait je vais chez Emmaüs récupérer des vêtements et Emmaüs font un travail mais incroyable. Et d'ailleurs, on Mm. récupère des fois des vêtements de chez eux, Mm. mais c'est complémentaire. C'est-à-dire que Emmaüs, ils font un travail pour une catégorie de la population et nous, on fait un travail pour une autre catégorie de la population. En avec un termes service. alors, j'accuse pas Emmaüs, mais en Mm. termes de dignité, il y a quelque chose de Voilà, l'ordre de ça. exactement. Quand Mais on va c'est chez ça. Dress, parce que du coup, on n'a pas honte, on est plutôt Voilà. bien accueillis. Au contraire, on tu as des est, trucs qu'on a chez Drest ouais. que même des personnes qui vivent bien ne peuvent pas se permettre de payer. Je pense à deux partenariats qui sont incroyables. On en a un avec une personne qui a créé une boîte qui récupère les vêtements de footballeurs qui ne portent Ok. plus et qui revend. Et ça veut dire qu'on se retrouve des fois avec des doudounes Dior que aujourd'hui, même moi en vrai, j'achèterais Eh, pas. fais Tu vois. attention, tout le monde va aller Ouais. chez Après, c'est pour Dress. ça qu'on contrôle bien les trucs et tout. Mais D'accord. on a des vêtements, Ouais. mais même moi, quand je vois ça, je me dis c'est incroyable, vraiment. Ok. Par exemple, on a aussi un partenariat, enfin d'autres, des fois, on peut pas citer les noms malheureusement, Mhm. mais on se retrouve des fois avec des maillots que même en grande surface, tu les retrouves à 90 €. Et D'accord. chez Dress, c'est gratuit. Donc c'est vraiment un service qui est totalement différent. Et c'est pour ça que les étudiants, ils kiffent parce qu'ils sont en mode, bah, tu vois, tu prends un mec qui a grandi avec rien, qui a à peine du mal à se nourrir, bah, bien évidemment qu'il va pas aller acheter son dernier ensemble Bien sûr. à je sais pas combien. Bah là, il vient chez Dress et tu vois, on lui redonne un peu de pouvoir d'achat, de dignité. Et est-ce que tu as créé ce concept et cette association parce que tu avais une bonne expérience ou c'est parce que tu t'es dit je vais répondre à un besoin? Moi, j'essaie de comprendre. Ça a été quoi est-ce que c'est juste l'ambiance? Allez, on teste ou est-ce que c'est... Non, on a fait une analyse, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin parce que pour le coup, c'est pas évident de penser que, Ouais. que ça va fonctionner. Alors moi je dis toujours que j'ai jamais fait, tu vois, tout ce qu'on nous apprend en Ok. cours, les trucs pestel, machin et tout. Ouais, J'ai ça jamais dont fait je ça. parlais, ouais. Vraiment, j'ai pas souvenir une fois dans ma vie d'avoir fait un pestel. Ok. Par contre, tu le fais inconsciemment. C'est-à-dire que effectivement, moi, quand je fais mon business plan, mon étude de marché, je prends un document, je vais noter les chiffres clés, je vais aller lire des études. Ça prend du temps, tu vois, de faire vraiment une analyse de marché, mais je la fais pas de manière traditionnelle. Ok. Mais par contre, quelque part, le modèle pestel ou soit tout ce que tu veux, ils sont bien parce qu'ils te permettent de structurer. Mais moi, je trouve que c'est plutôt un frein bloquant, entre guillemets, quand tu vois ça, tu as l'impression que c'est un truc de C'est ouf. compliqué. En fait, tu le fais naturellement. Tu vois, donc pour lancer de reste, moi, je vois les chiffres du gaspillage. Tout de suite, j'ai la réponse. Let's go. Je me dis, let's go, il y a un besoin. Après, je veux voir dans la partie étudiante, je me dis, il faut pas être devin pour comprendre que si un mec il a pas assez pour se nourrir, bah, bien évidemment qu'il va pas avoir plus, a fortiori, pour aller acheter des vêtements ou autre. Donc, je me dis, à partir de là, il y a un besoin. Après, je regarde les solutions qui sont déjà existantes pour voir si le besoin qu'on adresse, il est déjà. C'est pas des doublons. c'est Voilà, pas- exactement. ok. Et quand je me rends compte qu'il y a rien, ou en tout cas qu'il y a quelque chose, mais que nous, on va apporter cette petite touche en plus, j'y vais. Et la grosse particularité de Dress, c'est qu'il y a des particuliers qui peuvent faire des dons aussi. Ok. Donc, enfin, qui peuvent donner leurs vêtements sur Dress, Ok. comme Vinted. Vraiment, peu ou prou, exactement le même fonctionnement. Sauf que au lieu de récupérer de l'argent, ils récupèrent des points. Ensuite, ils ont une carte. Et cette carte, ils peuvent l'utiliser chez des commerçants partenaires. Par exemple, tu vas aller à Burger King, je dis n'importe quoi. Ok. Tu vas avoir pour un menu acheté, un burger offert en utilisant tes points de Dress. Et donc, c'est des marques qui sont engagées, pareil, du point de vue RSE, qui nous accompagnent parce que c'est un coût pour elles. Mais en même temps, C'est le totalement mec qui fou. fait un don, on vient récupérer le vêtement et tout le monde est gagnant parce que eux, quand même, ça fait du trafic, surtout les petits commerçants avec qui on a des partenariats, bah, ça génère du trafic dans la boutique, donc tout le monde est gagnant.
t'as réussi à rendre la solidarité accessible à tous. C'est fou. Merci, ça fait Bravo. plaisir. Bah, après, on est Franchement, beaucoup, bravo. hein. On est beaucoup. Alors, C'est réducteur de le ramener à moi parce qu'il y oui, a plein d'équipes qui bossent. Mais... toi et tes associés. Alors, vous êtes Mm. combien j'allais dire le board de base, le noyau de base, vous êtes combien c'est qui Vous Ouais. êtes 2, 3, 5 Alors, en gros, moi, je détiens la majorité des parts de mon groupe, mais dans le groupe, il y a différentes entités, différentes entreprises. Et du coup, dans les entreprises, bah, par exemple, chez Mood, on est 15. Ok. Dans l'assaut, pareil, on est une vingtaine. Sur Blitz, on est 5 actuellement. Donc, en vrai, en tout, je pense qu'il doit y avoir une quarantaine de salariés. Et après, on Ça, passe... c'est les salariés. Ouais. Moi, je parle pas de salariés. Moi, je parle plutôt. Ah, le board. Ouais, le board. C'est-à-dire que. Les gens qui sont entourés, genre. Voilà. Ok. Tu m'as sauté plusieurs prénoms. Mm. Est-ce que c'est des gens qui sont avec toi dans l'aventure ou est-ce qu'il y en a un qui te disent non, moi, c'est juste sur Delivered, moi, c'est juste sur ça. Ok. Et ils disent c'est toi que t'es fou, tu vas aller faire tout en même temps. Bon, moi, Non, je vais faire ça. j'ai des gens, bah, notamment Ridwan, qui me suit dans à peu près toutes les aventures. Ok. C'est-à-dire que lui, il avait rejoint à l'époque Delivered Ok. quand on avait levé des fonds. Donc, du coup, il a rejoint le projet. Et après, bah, en vrai, on a lancé Mood ensemble. Il m'accompagne aussi sur Blitz. Ok. Il m'accompagne sur la structuration de Palma aussi. Enfin, en gros, il est un peu dans tous les projets. Et en Ok. vrai, on est associés la plupart du temps sur les Ok. projets. Et si on n'est pas associés, bah, en vrai, ça coule de source qu'on s'entraide sur les projets, tu vois. Ok. Il y a ma copine aussi qui m'accompagne beaucoup sur plein Ok. de projets, qui était là d'ailleurs dès Delivered, qui m'a beaucoup aidé à structurer et qui a cru aussi beaucoup dans tous projet. les projets, qui a donné bénévolement aussi de son temps. Et après, il y a des personnes comme Brett aussi qui m'accompagnent sur tous les projets Ok. et en gros qui travaillent dans le groupe finalement. En fait, elles sont embauchées par une des entités. Mais quelque part, je les fais switcher entre plein de projets différents. Parce que quand je dis que c'est un écosystème, par exemple, j'ai des locaux que je fais payer par le groupe, mais Mhm. au sein des locaux, tu as plein de boîtes différentes. En gros, c'est mes boîtes, mais tout le monde travaille ensemble. Ça veut dire que tu as des mecs de Mood qui travaillent absolument pas avec Équipage Solidaire, mais ils se croisent tous les matins au bureau, tu vois, et genre, D'accord. ils bossent ensemble, et ça veut dire que je mets des gens de Mood sur l'assaut, parce que Ok. c'est ma manière à moi de donner encore plus à l'assaut, tu vois, de me dire, bah, aujourd'hui, je crée de la valeur avec Mood, il y a de l'argent qui rentre, bah, je vais utiliser ces fonds-là pour apporter à l'assaut, tu vois. Et Ok. c'est Du coup, grâce à ça, ça te permet de lancer tes projets entrepreneuriaux, j'allais dire, pour le coup, qui vont te rapporter de l'argent. Mm. Est-ce que c'est cette expérience qui t'a motivé à le faire? Est-ce que comment tu y vas? Ah, ce qui m'a motivé, il fallait que je ramène l'argent à la maison, hein. Là, C'est ça. j'étais arrivé à un stade où... Voilà, tu donnais beaucoup de temps pour Voilà, les autres, exactement. et à un moment, il fallait que Je me suis rendu compte que genre l'associatif c'est bien, mais c'est pas ce qui va me permettre de vivre. Et tu vois, Normal. je voulais aider mes parents parce que, comme je t'ai dit, bah c'est un peu aussi mon gros moteur, hein, de me dire mes parents ils sont venus, ils ont tout plaqué pour nous donner une vie meilleure. Tu vois, Mhm, genre, ils bien sont sûr, vraiment bien sacrifiés. Mon sûr. père il a arrêté ses études, ma mère aussi. Ils Mhm. recommencent tout à zéro, ils se mettent donc vraiment c'est un sacrifice et où aujourd'hui je suis tellement reconnaissant, genre. C'est que j'ai envie de tout donner à mes parents. Je À te tes parle parents. sérieux, Ok, vraiment, ok, vraiment, ok. vraiment. C'est Et fort. du coup, je me suis dit, bah ok, l'associatif c'est bien, là j'ai beaucoup donné, et maintenant il faut que je fasse un truc où je puisse aussi aider ma famille. Et donc de là, bah, je crée Mood, parce que Mood en fait, comment c'est né? C'est très simple, c'est que tu as vu dans le cadre de l'asso, on travaille avec beaucoup de grands groupes, beaucoup de grands groupes, et on faisait toute la communication des OP. Donc quand on fait une OP avec Doctolib, on s'occupe de couvrir l'OP, et en l'occurrence, quand je dis on, c'est principalement moi au démarrage, après Ridwan qui me rejoint, et nous on fait toute la com. Et ça veut dire Carrefour, par exemple, ils nous disent, Et donc ça, c'est parce que sur la partie réseau, vous êtes puissant. voilà, Et donc, exactement. du coup, quand vous faites une OP pour mettre en avant une action solidaire portée par Carrefour, par un groupe, C'est etc. ça, c'est nous qui sommes Et donc, et eux, ils cette kiffent. notoriété-là, elle a commencé à aller au-delà de Exactement. juste l'assaut. Ok. Voilà, c'est ça. En gros, bah, vu que moi, je suis sur les réseaux depuis que j'ai 13 ans, Mhm. tu as vu le logiciel de montage, depuis que j'ai 13 ans, je fais Ouais. du montage et tout. Donc, Ouais. tu vois, sur le tas, je me suis formé sur tous les logiciels et je les maîtrise super bien, tu vois, sans aucune prétention, mais juste parce que j'ai grandi Ouais, avec. mais normal. Donc, du coup, voilà, ils aiment bien notre style de montage, ils aiment bien les vidéos qu'on fait, ils voient qu'il y a de l'attraction, ils voient que ça suscite de l'engagement. Et donc, Carrefour, les premiers, nous disent, bah, en fait, on aimerait bien que vous puissiez travailler pour nous, mais aucun rapport avec l'asso. Genre, juste, est-ce que vous proposez vos services pour nous, de la com interne ou autre? Bah, en vrai, on se regarde avec Ridwan, on se dit, Why not? il y a un truc à faire, let's go. Ouais. Donc, Carrefour, je me rappelle au départ, on dit non. La première fois, on reçoit une autre proposition d'un autre groupe avec qui on bosse. On se dit, bon, là, en vrai, ça fait 2 fois, vas-y, viens, on fait un truc, tu vois. D'accord. Et de là, du coup, on lance Mood. Donc, D'accord. tout de suite, en vrai, on signe des grands groupes. Donc, c'est assez facilitant, tu vois. Franchement, sur Mood, je suis en mode. Ouais, Dès le démarrage, dépasse, ça coule de source, tu vois, parce Ouais. que bah, on a les groupes avec qui on bosse, ils sont déjà en place. Donc, nous, on n'avait pas d'idée sur les tarifs. Donc, au départ, les tarifs qu'on fait, ils sont ridicules. Mhm. Mais c'est pas grave. Globalement, en tout cas, on a des clients dès le départ. Et donc, on peut acheter du matériel, on peut staffer et on peut lancer le projet. Du coup, là, c'est un exemple quand même
quelqu'un qui a créé un branding, qui a créé une image, une audience et une communauté. Et grâce à ça, finalement, tu peux le revendre dans d'autres choses. Ouais, exactement. C'est ça. Et même, tu montres aux gens qui bossent avec toi que c'est un écosystème. Ouais. Exactement, tu as des datas qui parlent pour elles-mêmes. Ouais, exactement. C'est OK. Quand tu lances Mood, parce que pour le coup, moi, c'est ce que je vois. C'est ce que j'ai vu de toi. C'est plutôt Mood. Ok. Et un peu le logo, tu vois, qu'on voit un peu partout. Attends, je vais te montrer carrément. Je suis toujours. Ouais, qui d'autre, si moi je ne le porte pas, qui va le porter, bien sûr. C'est marrant parce que c'est le logo qu'on voit. Et on voit qu'il y a les actions de solidarité. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je ne comprenais pas exactement c'était quoi Mood. Après, je suis allé me renseigner parce que ça m'intéressait. Mais c'est vrai qu'au début, je pensais que Mood, c'était l'association de... Ouais, c'est compliqué. En vrai, je me suis rendu solidarité, compte. Voilà. En fait, il y a tellement de projets différents que tu vois, vu que je partage tout sur les réseaux, tu as des gens qui me découvrent pour Delivered, d'autres qui me découvrent pour Dress, d'autres qui me découvrent pour Mood, d'autres pour Blitz, d'autres pour Palma, d'autres pour mes positions politiques. Genre, les gens ils me découvrent de plein de manières différentes et du coup, c'est compliqué de s'y retrouver. Et en vrai, vu qu'il y a plein de trucs, c'est dur tu vois, de s'y retrouver. Mais toi, tu te retrouves. Mais moi, je retrouve, les équipes, elles s'y retrouvent, c'est le principal. Du coup, c'est le principal. Ouais. Et donc, Mood, c'est l'activité principale qui génère du CA, qui permet Mood et Blitz aujourd'hui. Ok. C'est mes deux activités principales. Alors, dis-nous, Mood et Blitz, c'est quoi les deux Fais-nous une petite présentation. Bah, en vrai, même historiquement, je pense que ça va plus parler. Donc, nous, on lance Mood. Dès le départ, du coup, comme je te dis, on signe des gros clients. Donc, on recrute, on commence à faire des tournages un peu partout. J'ai énormément voyagé. J'ai la chance de beaucoup voyager aujourd'hui grâce à mon travail. Et c'était vraiment un de mes rêves de base. Donc, on a fait des tournages partout, tu vois, à Los Angeles, au Kenya, au Brésil et tout. Et donc, moi, j'arrive à un moment où je me dis, OK, Mood, c'est bien. Mais j'ai envie d'accompagner aussi des porteurs de projets à réaliser leurs projets à eux, tu vois. Et je me dis, j'ai l'expérience, j'ai le bagou j'ai le bagage, parce que j'ai fait beaucoup d'échecs aussi, tu vois, et je sais maintenant comment monter un truc. Et donc, je me dis, bah vas-y, je vais créer mon propre fonds d'investissement, où en gros, je vais prendre des projets, des personnes qui viennent, qui me disent, voilà, mon projet, c'est ça. J'ouvre mon propre fonds d'investissement, comme ça. Je me suis dit direct. En vrai, je me suis dit, je vais créer un programme pour accompagner les gens, donc je vais les former. Ensuite, je vais leur donner tous les documents nécessaires, tu vois, tous les documents auxquels moi, j'avais pas accès à l'époque. Yovan, tu fais déjà 10 000 trucs. Pourquoi tu te rajoutes encore un truc? Après, il y a personne qui t'arrête autour de toi. Je voulais partager, tu vois, c'était vraiment... Tu vois, comme quand j'ai eu accès à la prépa, j'ai eu accès à plein de documents, plein de ressources de mes professeurs. Bah là, en gros, j'avais l'impression de rentrer dans un nouveau monde, celui d'entrepreneuriat, où j'ai eu accès à plein de choses, tu vois. Plein de connaissances, plein de... C'est ça, tu vois, on a été incubés et tout, donc j'ai eu plein de trucs et j'avais envie de partager ça. Et je me suis dit, bah, plutôt que de renvoyer les gens vers d'autres structures où je sais pas vraiment comment ça finit autre, je vais créer ma propre structure, tu vois, mon propre fonds. Et donc, du coup, de là naît Blitz. Aujourd'hui, on accompagne 23 projets avec Blitz. Donc, en vrai, c'est de l'investissement en equity. Ça veut dire qu'il n'y a pas de remboursement si on prend des risques. Donc, on investit en général, ça dépend. Tu vois, c'est un investissement entre 5 000 à 100 000 euros. Et derrière, on aide la boîte à structurer, à faire les choses bien, etc. Et souvent, moi, je rejoins la boîte en propre. Donc, je prends des parts et j'accompagne aussi tout ce qui est branding, structuration, communication haute. Encore ce matin, on était en discussion là, sur un projet. Et donc, voilà, c'est mes deux principales sources de rentrée d'argent. Ok, génial. Blitz, si on veut proposer un projet, il y a une adresse... sur le site, directement. En gros, comment j'ai pensé le truc? Je me suis dit, je veux que Blitz, ce soit un fonds autonome et qu'on ne soit pas tributaire de la manière dont fonctionnent les autres fonds, tu vois. Donc, je voulais que ce soit autofinancé. Et donc, en gros, l'idée de Blitz, c'est que tu as un programme. En gros, tu vas payer un accès à la plateforme, 19 €. Et les fonds qui sont investis, donc toi que tu mets, ils arrivent dans ce qu'on appelle le fonds Blitz. Et en fait, c'est de l'argent qui va être utilisé ensuite pour investir sur les projets. Donc, globalement, la personne, quand elle vient, pour 19,90 €, elle a accès à la plateforme, toutes les ressources, les documents, les machins. Elle structure son projet. En plus, ensuite, elle peut le soumettre du coup pour investissement. Et avec les fonds que nous, on récolte, on les réinjecte dans les projets. Donc, c'est autosuffisant, en gros, le truc. Mais du coup, il faut que... parce que il y a un pourcentage de fonctionnement après derrière. Après, c'est 19 €, parce vu qu'il y a beaucoup de membres, ça fait que mensuellement, on arrive à dégager entre 20 et 30 000 €, tu vois. D'accord. Et donc, tous les membres ont des parts dans les projets qui sont lancés. Exactement. En gros, quand tu lances... Alors, ça dépend. Il y a deux fonctionnements. Quand c'est en gros en equity et qu'on fait des gros investissements, en général, c'est nous, en gros, on est 5 associés sur Blitz et sinon, on va mettre des fonds propres. C'est-à-dire, moi, je vais mettre les fonds de Yovan Pigenet et pas les fonds de Blitz. Par contre, quand il y a des projets qui se lancent où nous, on ne veut pas investir dedans, bah, on les soumet à la communauté et ensuite, la communauté,
Elle Elle peut, investit, voilà, elle exactement, elle c'est peut pousser l'objectif. elle peut pousser le projet. Ok. Euh, donc ça, c'est Mood, Blitz. Et en même temps, tu as toujours Delivered Et Drest, ouais, et pour Drest. continuer à développer, j'ai des Ok, réunions tout le temps, des trucs. Vu que je suis président de la structure, je suis obligé d'être présent, etc. d'accord. Et tu vois, quand Mood, ça a commencé à bien se développer et que je voyageais beaucoup, j'étais beaucoup moins présent pour l'assaut. Et j'ai senti ce manque, tu vois, Ok. j'ai plus cette empreinte sociale parce que Mood en soi, c'est fait pour faire de l'argent. Et Mhm. donc, du coup, bah, en vrai, quand tu travailles pour Carrefour, il n'y a pas de fibre sociale, tu vois, c'est un grand groupe. Bien sûr, bien sûr. Globalement, on vient, Ouais. on fait les prestats et voilà. Et donc, ça me manquait. Et c'est pour ça que j'ai essayé de bien tout rééquilibrer. C'est pour ça aussi que j'ai fait naître le groupe, pour à la fois avoir ce côté social et toujours avoir le côté aussi financier pour bah, tout Et bien sûr. concilier. Parce que finalement, grâce au côté financier, tu peux quand même lancer des projets, tu peux commencer, continuer Exactement. à pousser tes initiatives Exactement. solidaires. Euh, Ma question par rapport à du coup les assos, elles se développent, tu m'as dit, partout. J'ai même entendu dans le monde. Explique-moi. Alors, ouais, alors, Parce que dans le dans le monde, monde. tranquille. Là, je- le premier scope qu'on avait, c'était l'Europe, Ok. principalement. Donc, on avait ouvert en Espagne. Entre-temps, on a mis en pause l'Espagne parce qu'on s'est rendu compte que, tu vois, sur l'étude de marché qu'on avait faite, en gros, les coutumes qu'il y a qu'en France, c'est pas forcément les mêmes Même que qu'à les autres l'étranger. pays, bien sûr. Parce qu'il y avait le Canada aussi qui est en discussion aussi pour ouverture, puisque là-bas, ils ont une empreinte philanthropique qui est beaucoup plus importante. Mais on se rend compte que les modes de fonctionnement, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Donc, en fait, on doit monter des équipes aussi sur place. Donc là, pour l'instant, là, en France, on est ouvert dans 14 villes. 14 villes en France. C'est ça, exactement. Ok. L'Espagne aussi, Ok. qui est en cours de structuration. Et on aimerait bien, d'ici fin 2025, avoir au moins 3 villes en Europe. On vise la Belgique Ok. pour l'instant. Et le troisième pays, peut-être dans l'Est. On est en train de voir. Et après, pourquoi pas aussi étendre le modèle dans le reste du monde, parce qu'en soi, il y a des besoins partout. Et que... Les étudiants sont partout en précarité. Exactement. Ok. Et moi, mon objectif de base avec l'asso, c'était prendre le numérique Mhm. et le mettre au service de la solidarité. Et comme je dis toujours aux équipes, quand on fait les AG, etc., je leur dis en gros, les gars, l'avantage, c'est que là, on a développé une technologie qui Mhm. nous est propre, Mhm. mais qui est duplicable à l'infini. C'est-à-dire que Delivered tel que ça fonctionne aujourd'hui, tu l'ouvres au Canada, tu l'ouvres en Espagne, tu l'ouvres au truc, ça fonctionne. Ça Tu fonctionne. vois, tu as des commerçants, ils utilisent nos process, notre technologie, etc., qui est brevetée. Et en vrai, bah, ils n'ont plus qu'à dérouler le machin. Et c'est ça qui est incroyable dans le modèle. Ok. Et tu t'es pas posé la question à un moment si tu devais pas interpeller finalement, parce que là, tu es presque dans, j'allais dire, des fonctions que devrait assurer l'État, devrait assurer Ah, mais j'ai des notre, anecdotes de fou sur ça. notre fonction publique et Ouais. notre pouvoir étatique. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta relation avec eux? Parce qu'à un moment, finalement, c'est presque la Il veut me faire délégation dire de service public. On va parler, on va. Non, mais ça, on va s'en mettre dans des difficultés. Mais à un moment, Ah non, mais tu j'ai plein remplaces d'anecdotes, quand ouais. même finalement un manque mort. qu'il y a finalement du système. Donc, Totalement. comment ça se passe? Et comment tu échanges avec des ministères? Tu échanges avec Ouais. Comment ça se passe? Ah ouais, là, on a combien de temps là? Il nous reste combien de temps? Parce que là, Ah, j'en ai non. beaucoup là. Mais non, non, on- non, on va faire court. on a encore moins 10-15 minutes, mais Ouais. dis-moi, Alors, voilà, comment ça se passe? Comment tu essayes de travailler sur cette question-là? la première chose, c'est que quand l'association elle commence à être visible, en gros, on a des tentatives de récupération par les politiques. Ok. Et moi, déjà, la première chose que je répète souvent, c'est qu'on est apolitique et apartisan, mais Ok. que malgré tout, dans chaque action est politique. C'est-à-dire Mm. quand je lance ça, Oui, bien sûr. bah, derrière, c'est politique. Et Mm. donc, moi, ce que je me suis toujours dit, c'est je me refuse de travailler avec le gouvernement pour la simple et bonne raison que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Nous, en fait, on vient pour pallier les carences de l'État. Et en gros, donc, je vais donner un exemple tout bête. Quand il y a eu le fonds, l'enveloppe de 200 millions qui a été allouée aux associations, j'ai été invité à participer à des tables rondes, des machins et tout. J'ai refusé. Et j'ai refusé de toucher des fonds de ces enveloppes-là. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que, encore une fois, c'est l'État qui met une enveloppe de 200 millions pour les assos. En fait, je trouve ça complètement antinomique. Plutôt que de prendre le problème à bras-le-corps et de dire structurellement, on va réformer pour éviter qu'il y ait de la précarité étudiante, eux, ils nous disent, il y a des assos qui font ça, bah, on va subventionner les assos qui vont aider, et comme ça, un truc. Moi, je trouve que c'est pas la bonne manière d'agir. Alors, moi, je dis mon point de vue, Ouais. et on va pas rentrer dans un débat politique, mais je pense que derrière ça, il y a l'idée aussi d'avoir un peu la main mise sur certaines associations. Mhm. Et donc, quand il y a un groupe, un clan, Ouais, je suis d'accord. une équipe qui gagne, elle va mettre bien les Voilà, associations et ça, c'est pas bon. qu'elle connaît. Et comme Mm. ça, ces associations-là
lui sont fidèles. Voilà, et elles vont faire la propagande politique, exactement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que quand ça tourne, si tu étais avec eux, malheureusement, alors, certains pourront dire non, ils font du bon boulot, on va continuer à bosser avec eux. Et des fois. Mais totalement. C'est pour ça que j'ai fait le choix de la subvention privée. Tu regardes, nous, aujourd'hui, dans nos rapports financiers, tu regardes, on a 80% de ce qui est pour les assos. Et les gens ne comprennent pas quand je leur explique que aujourd'hui, l'asso, avec le nombre de personnes, le nombre de dépenses qu'on a et tout, ça fonctionne qu'avec du privé. Ils disent, mais c'est pas possible, il y a plein de fonds pour les assos, les machins. Et moi, j'ai toujours dit non. Parce qu'encore une fois, pour moi, normalement, on n'aurait pas existé concrètement. Donc, par exemple, j'ai été invité aussi, suite à une vidéo qu'on a tournée, etc. J'ai une proposition pour rencontrer le président en tête-à-tête. J'ai dit non. Parce que, encore une fois, déjà, je suis pas en accord du tout avec sa politique, mais en plus, quand je vais rentrer là-bas, mais je suis plus maître de rien. En fait, c'est juste de la campagne, c'est de la récupération. Donc demain, on va m'associer à un camp politique. Et moi, j'ai pas envie de ça. Tu vois, si on est là, c'est juste pour aider et il y a rien de politique derrière. On fait la campagne de personne, que ce soit ni la droite ni la gauche, même si mes idées touchent plus celle de la gauche. On fait la campagne de personne. Tu cherches pas effectivement à t'engager. Tu restes neutre parce que en même temps, tu n'as aucun intérêt à te mettre en difficulté parce que le vent peut tourner, parce que les gens ils ont la dent dure. Et c'est vrai que les associations, malheureusement, sont souvent liées à un courant politique. Dommage, et d'ailleurs, souvent, les gens vont vers l'entrepreneuriat parce que, quand ils font de l'ESS, ils vont vers l'entrepreneuriat parce qu'ils se disent c'est trop lié à la politique, c'est trop lié au parti, etc. Ok, bon, en tout cas, toi, tu as essayé en tout cas de t'en extraire. De limiter au maximum. On a des subventions publiques quand même. Bien sûr. Limiter au maximum. Au maximum, et d'essayer d'être neutre pour éviter finalement que ton projet s'arrête à un moment ou un autre parce qu'il y a un élu qui n'aime pas ta tête ou qui n'a pas aimé que tu aies travaillé avec telle ou telle personne. Ok. Sur la partie, du coup... Blist, moi je suis intéressé parce que tu dis que tu accompagnes des gens. Donc c'est quoi ton accompagnement? C'est comment C'est une très bonne question aussi. En gros, sur Blist, c'est un accompagnement protéiforme parce que il y a des boîtes qui elles sont pas toutes au même stade d'avancement. C'est-à-dire que tu as des projets qui viennent nous voir, qui ont déjà la partie tech qui est 100% développée, la partie financière déclarée au RCS, etc. Donc, quand c'est ce type de boîte qui viennent nous voir, l'accompagnement il est limité. Dans le sens où moi, la patte que je vais pouvoir apporter, c'est globalement en termes de communication, peut-être de structuration, de vision, mais c'est pas moi qui vais m'occuper de la partie dev, même si j'ai les équipes pour et le staff pour, tout a déjà été fait, tu vois. Par contre, tu as d'autres entreprises, d'autres projets, d'autres personnes qui viennent nous voir avec juste l'idée. Et à ce moment-là, je vais accompagner dans tout. C'est-à-dire que sur l'idée, il y a une partie peut-être que je vais rediriger vers Mood et je vais dire, OK, le fonds, il va prendre en charge une partie ou moi, je vais prendre en charge une partie. Mais globalement, c'est pas Blitz qui va s'occuper du développement, c'est mon entreprise, enfin l'autre du coup, qui va s'occuper de ça. Et moi, je vais surtout apporter la vision, la structuration, porter aussi le projet. Tu vois, par exemple, Palma, c'est un projet de base qui part de Blitz et j'ai pris des parts dedans et le projet, je l'ai porté. Et au moment où je l'ai porté, ça l'a amené à une toute autre dimension parce qu'il a pris beaucoup de visibilité, que moi, j'avais des contacts, tu vois, dans la grande distrib, etc. Donc forcément, le projet, en vrai, c'est ça. Quand tu as des clés, tu peux ouvrir des portes beaucoup plus facilement. Et donc derrière, c'est ça qui m'a permis aussi de rentrer dans des projets, de les faire exploser. Ok, cool. Je te pose une petite question un peu bateau que j'essaie de poser là à tous mes invités. Merci. Si tu devais lancer un business là, en partant de zéro, d'accord, c'est une bonne question. Tu pars de zéro. Qu'est-ce que tu lances comme business? Qu'est-ce que serait comme business idéal? Je me suis jamais posé la question en vrai. En plus, vu que j'ai commencé avec l'associatif, c'est un peu particulier. C'est pour ça que c'est intéressant. Je pense qu'il y a deux choses. Alors, il y en a une, c'est pas de zéro, mais elle est intéressante. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, et c'est accessible à tout le monde, en vrai, donc ça peut intéresser des gens. Tu vois, quand tu achètes une voiture, en vrai, quand tu as genre la vingtaine, 21, 22, 23, souvent, tu prends une voiture, tu vas prendre une Clio, un machin, voilà, une voiture simple. Ben, moi, je me suis dit, en vrai, en voyant avec l'asso, les sommes qu'on génère, parce qu'on a des véhicules, etc., je me suis dit, si moi j'avais 23 ans aujourd'hui et que j'avais les moyens pour acheter une voiture, tu vois, que ce soit 10, 15, 20 000 euros, que je mets de côté, j'aurais acheté un Peugeot Partner. Pourquoi ? Parce que quand tu es à cet âge-là, souvent, ce que tu vas faire, c'est, tu as peut-être une copine, donc quand tu vas sortir, vous allez être à deux dans la voiture, tu as besoin de 2 places. Quand tu vas transporter ta famille, ton père et ta mère, il y a 3 places, tu les mets devant, c'est carré. Et par contre, tu as un coffre derrière qui est énorme et à la journée, tu peux faire entre 50 et 100 euros avec un partenaire. Ça veut dire que
Le premier achat que j'aurais fait, ça aurait été directement un investissement Ok. parce que ce truc-là, c'est concret. C'est-à-dire que tu achètes un véhicule, tu peux l'utiliser dans la vie de tous les jours et quand tu l'utilises pas, tu le mets en location sur Getaround et il te rapporte entre 50 et 100 euros par jour. Et ça veut dire que le camion, j'avais calculé, en 13 mois, il est remboursé et ensuite full bénéf. Ah, 13 mois, magnifique. c'est Magnifique. super rapide. Et encore, ça dépend les modèles, les années, les machins. Il y en a que tu peux rentrer encore plus rapidement. Mais globalement, pour ceux qu'on a, 13 mois, les camions chez nous, ils sont rentables. Ok. C'est une dinguerie. Et derrière, en vrai, je me dis, c'est accessible à tous, tu vois, parce qu'un particulier, il peut mettre sur Getaround. Donc ça, c'est un truc que j'aurais fait. En tout cas, je me tâte. Je me disais, bon, là, en vrai, je suis plus à ce stade-là, mais Mais bien sûr. globalement, je Ouais, pense que je l'aurais ouais, grave ok, fait, ok. à 23 ans, en tout cas. Et après, si je devais partir de zéro, je pense, je prendrais une compétence que je maîtrise. Moi, en l'occurrence, c'était la vidéo Ok. et je vendrais des services. En vrai, au départ, quand tu n'as pas les moyens de lancer une application, un projet, tu n'as pas les moyens d'investir, immobilier, machin, en vrai, prends ce que toi, tu sais faire de mieux. Si tu sais jouer au tennis, propose des cours de tennis. Ok. Tu vois, basique, c'est un premier pas dans l'entrepreneuriat. Tu vas devoir créer un peu ta petite boîte. En Tu mode vas- indépendant, en mode auto-entrepreneur. Exactement, Ok. tu as un petit branding, tu te fais un petit site internet où tu proposes tes services. Et en vrai, Top. c'est vraiment un premier pied dans l'entrepreneuriat. Merci, Et je Yovan. pense que c'est ça Ah, que c'est j'aurais top, fait. c'est top, c'est top. Euh, on va terminer Déjà le là, podcast. déjà, Ouais, ça, c'est vite. ça, Hein. ça va vite. Lourd. On est sur la fin. Est-ce que tu as 2-3 petites anecdotes à Mhm. nous raconter, peut-être sur la partie galère que tu as eue, que tu peux mettre en valeur? C'est intéressant. Je réfléchis à une galère, une grosse galère que j'ai Galère pu que avoir. d'ailleurs tu as trouvé une solution, hein, mais Ouais, ouais, ouais. pour mettre en valeur. En fait, il y a tellement de galères au quotidien que genre trouver un truc. Je me rappelle, en vrai, l'anecdote que je raconte, je pense qu'il est la plus pertinente, c'est quand je t'ai Ouais. dit, quand j'étais petit, mon premier pied dans l'entrepreneuriat, ça avait été de créer un site où j'achetais des jeux pas chers sur G2A, etc., qui eux avaient des trucs en gros, et je les revendais sur mon site plus cher. Ok. Donc en gros, tout le monde était gagnant parce que le mec, en fait, c'est juste que c'est comme le dropshipping. En vrai, c'était Mhm. les prémices du dropshipping. Mhm. C'est-à-dire que les gens connaissaient pas G2A, donc ils savaient pas que par exemple un jeu comme CSGO, tu pouvais le trouver à, je sais pas, 5 euros au lieu de 20 euros. Mhm. Et donc moi, j'étais l'intermédiaire où j'achetais des jeux trucs. Et première galère parce que, en vrai, j'étais comme un ouf parce que ça fonctionnait bien. Ok. Je faisais des grosses sommes, pas des grosses sommes en vrai à l'époque. Oui, tu vois, quand mais je des faisais sommes déjà sympas dans pour le mois, quelqu'un de ouais, 13 ans. exactement, c'est ça. Et sauf que quand je me rends compte, je reçois un courrier, tu vois, qui me dit, écoutez, monsieur, votre activité, elle est illégale, pas de TVA déclarée, pas de machin, l'activité, elle n'existe pas, on cherche sur au RCS, c'est pas déclaré. En vrai, je me prends une première gifle où je me dis, l'entrepreneuriat, c'est pas juste tu fonces tête baissée Ok. et derrière, voilà, c'est pas le monde des bisounours, tu vois. Ok. Donc, à la fois, je pense que c'est un juste milieu entre tous les gens, enfin, tout le monde dit, faut se lancer, faut faire les choses, machin, faut pas se poser de questions. Je pense qu'arriver c'est bien d'avoir cette petite étincelle, mais quand tu arrives après dans un truc un peu plus structuré, c'est important de faire les choses bien. Bien. Parce que Ok. sinon, tu te fais toujours rattraper. Un moment ou un autre, tu te fais rattraper. Et après, c'est compliqué, Ok. tu vois. Et quand tu goûtes même à ça, le fait de ne pas facturer de TVA, et que d'un coup, on te dit, on va te mettre 20% en plus, tu es en mode, comment ça? Avant, je faisais 100% de bénéfices, maintenant, je dois payer 20% de TVA, plus les impôts, plus les machins. C'est ça qui est un peu truc. Donc, Ok. Dis-moi, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un retour sur un peu les, euh, les bienfaits les bienfaits et peut-être le côté un peu négatif de la notoriété? Parce que pour le Mhm. coup, toi, tu es assez visible sur les réseaux. Est-ce Ouais. que tu as 2-3 petites anecdotes aussi rapides? Ouais, pareil. En fait, je dirais, ma relation avec les réseaux, elle est assez antinomique parce que d'un côté, je trouve ça incroyable et d'un Ouais. côté, j'aime pas pour tout ce que ça engendre sur notre génération. Après, moi, en tant que personne, les côtés négatifs, c'est que les gens, ils pensent te connaître. Ok. Donc, du coup, souvent, par exemple, l'autre fois, j'étais à Carrefour avec ma copine et c'est-à-dire que tu as des personnes qui viennent. En fait, fondamentalement, moi, ça me fait kiffer, mais en même temps, des personnes qui viennent et du coup, on va parler. Et moi, je suis un mec. Genre, je donne de ouf, ça veut dire qu'on va se poser, on va parler 15 minutes. Et ma copine, elle est en mode, ouais, je T'as suis pas le venu pour temps. faire les courses. Ouais. Et là, tu parles 15 minutes, sachant que moi, je m'en fous un peu. Tu vois, genre, c'est cool, c'est tes projets, tes machins. Mais moi, j'étais juste venu là pour faire les courses. Après, on doit préparer à manger, etc. Donc, ça, c'est les côtés un peu négatifs. Après, les côtés positifs, c'est que ça ouvre plein de portes. Ok. Quand tu es sur les réseaux, tu vois, toutes les approches, elles sont différentes. C'est-à-dire que même, par exemple, là, je suis parti en road trip au Maroc. Dis-toi que l'agence de location, en vrai, c'est gratuit parce que tu dis, je vais faire une vidéo, derrière, ça va vous mettre en lumière. Et donc, ça ouvre plein de possibilités qu'il n'y a pas s'il n'y avait pas eu les réseaux. Ok. Ok. Donc, Ok. en même temps, c'est bien, en même temps, c'est Ok. pas bien. Thibaut, tu avais une question? Tu me disais, c'était quoi la question? La question, c'était pour finir sur notre positive, ton meilleur souvenir business, qu'est-ce que c'est? Ton meilleur souvenir business? Le premier appel à projet qu'on gagne. Je pense vraiment meilleur souvenir dans le sens. Ouais. Ça et le lancement de Blitz.
Mes 2 meilleurs souvenirs. Parce que le lancement de Blitz, je me rappelle, on est aux États-Unis, à Los Angeles, on avait pris une maison de fou, on lance le machin. Ça veut dire c'est comme le drop mood. Ah, en fait, ouais, j'en ai 3. Les 3, je pense, c'est les 3 trucs. Et ils sont. Tu fais trop de choses, Attends, Yovan. parce que là, tu m'as dit business. Ça veut dire Ouais. ça incorpore pas. Je pense mon meilleur souvenir ever, c'est une personne qu'on livre et avec qui on parle. Et je te jure, je rentre chez moi, j'ai les larmes aux yeux parce qu'il nous explique tout ce qu'elle a vécu, etc. Le pourquoi du comment. Ça, je pense, c'était très fort. Après, d'un point de vue purement business, Ouais. il y a la première levée de fonds, enfin, le premier appel à projet. Ok. Il y a le lancement du Drop Mood où, vas-y, moi, je voyais ça sur les réseaux, les mecs, ils lançaient des marques, après, tac, sur Shopify, et ça, on l'a vécu, et c'était incroyable. Magnifique. Et après, le troisième, c'était le lancement de Blitz, parce que, en vrai, c'est encore un autre statut où, genre, on se dit, bah là, c'est nous, tu vois, on a notre boîte, on est aux États-Unis, on lance un projet, le projet il démarre bien. Donc, c'est vrai que c'était enivrant, tu vois, comme sensation. Génial. Écoute, bah, merci. Merci à Est-ce que tu as peut-être un film, une chanson que tu écoutes, Ah qui ouais, te motive, il voilà. me prend de court, j'ai Bah pas ouais, réfléchi. c'est la dernière question, un peu mindset, ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu consommes. En film, je t'avoue, j'ai regardé quasiment aucune Ou série, pas de ou, film. ouais. Je peux te dire le dernier film que j'ai vu. Peut-être parce que j'ai pas de film comme Moi, ça. ce que je veux savoir, c'est le film qui t'inspire et qui te motive, ou la musique, ou je sais pas, le livre, tu vois. C'est plutôt en mode, qu'est-ce qui te, Ouais, je vois. qui te donne du gaz, de l'énergie. Bah, en vrai, en film et série, rien, parce que Ouais. je regarde rien. En musique, j'écoute beaucoup de rap. Ouais, Maintenant, un peu moins, j'essaie de me détacher de la musique ouais, parce que je trouve que ça joue beaucoup sur les humeurs et tout, mais j'écoute beaucoup de rap, ça me motive. ok. Et après, attends, Pendant un que tu étais à carburant, fond, est-ce que tu as un morceau que tu te rappelles que tu écoutais à l'époque quand... j'écoutais Nino beaucoup. Ok. Donc, Euh, Nino, il te poussait, ok. Ouais, Nino, Très bien, Dausi très bien. aussi. Ok, Ouais, mais ok. voilà, j'avais pas mal principalement du rap. Et après, Ok. dans les moments de déprime, je me rappelle, alors, si j'ai une anecdote aussi. Récemment, là, je devais rattraper des trucs de compta vraiment horribles, où genre, Ok. j'étais au local jusqu'à 2h du matin, solo, je devais appeler mon C'est une comptable, galère, etc. c'est une galère. Une je- galère. Je connais ça, Ouais. t'inquiète. Et bah, dans ce moment-là, je me rappelle, Ouais. j'ai écouté PNL, un son, et genre, c'était vraiment, j'étais en mode dépression, et je sais que le mood, il collait de ouf, et je l'ai écouté en boucle. Je crois que j'ai dû avoir, dans mon top Spotify, c'est ressorti, genre, je les ai Donc, tellement plus écoutés Nino que pour la motivation, la déterre, ouais. et pour se poser PNL. Exactement, c'est ça, Ok. voilà. Et ben merci beaucoup. Avec plaisir. Écoute, on va essayer de te suivre, on va mettre tes réseaux Ça fait plaisir. dans la description. Moi, j'en profite pour dire à notre audience de s'abonner, de cliquer, de laisser des commentaires si vous avez apprécié le parcours Carrément. de Yovan. Même si vous avez des Euh, questions, et- vous savez déjà comment je suis, je vais répondre, je vais passer, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Et Et y on va répondra les avec plaisir. supporter Delivered et Dress. Let's go. Si on peut participer, c'est Let's important. Merci beaucoup frérot, Merci, pour l'invitation. merci Yovan. Merci. Let's go.